J'ai planté un couteau de cuisine dans la poitrine du pasteur Jérémie 7 fois. Je l'ai fait dans son propre bureau après le culte du dimanche, pendant que toute la congrégation chantait encore des cantiques dans la grande salle. J'avais 29 ans. Je n'avais jamais fait de mal à personne, mais cet homme avait détruit mon fils au nom de Dieu. Je m'appelle Adjoa Mariam Kwasi. J'ai 38 ans. Je suis née à Bouaké, en Côte d'Ivoire, dans une famille humble mais travailleuse. J'ai été aide-soignante au CHU de Treichville à Abidjan pendant presque 10 ans. Aujourd'hui, je suis assise dans la cellule numéro 47 du bloc C, ici à la MACA, la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan. Je porte cet uniforme beige usé que nous portons toutes, le même qu'on m'a donné depuis les 9 dernières années. 9 ans accomplis de réclusion criminelle à perpétuité. 30 ans, c'est ma peine complète. Je mourrai ici dedans. Je le sais. Et pourtant, je ne regrette pas. Avant que tu me juges, avant que tu fermes cette vidéo en pensant que je suis un monstre, dis-moi d'où tu m'écoutes. Écris dans les commentaires ta ville, ton pays. J'ai besoin de savoir que ma voix porte loin, que quelqu'un en Côte d'Ivoire, au Sénégal, en France, dans n'importe quel coin du monde, est prêt à écouter pourquoi une mère peut en arriver à tuer. Cette cellule sent l'humidité permanente. C'est une odeur qui ne part jamais, qui s'infiltre dans les vêtements, dans les cheveux, dans la peau. Le ciment sous mes pieds est toujours froid, même pendant les saisons les plus chaudes, quand la chaleur devient insupportable et que l'air ne circule pas. Je partage ces 3 mètres sur 4 avec une autre femme que tout le monde appelle Tanti Fanta. Elle est ici pour trafic de cocaïne. Elle est là depuis plus longtemps que moi. La nuit, quand les lumières s'éteignent à 20h pile et que le son métallique des grilles résonne dans tout le bloc, je reste éveillée à penser à cette nuit de mars 2016, à comment le sang du pasteur Jérémie a trempé le tapis beige de son bureau, à comment ses yeux m'ont regardée avec surprise au dernier moment, comme s'il ne pouvait pas croire qu'une femme comme moi soit capable de faire ce que j'ai fait. Le procès a duré 19 mois. Les avocats, le juge, les procureurs, tous ont parlé de préméditation, de traîtrise, du fait que j'avais pris la justice en mes propres mains. Mais personne n'a vraiment parlé du pourquoi. Personne n'a voulu comprendre ce que cet homme avait fait à mon fils pendant 8 mois. Personne n'a voulu voir les cicatrices, entendre les cris nocturnes, sentir le poids du silence d'un enfant de 8 ans qui pensait qu'il était sale, que Dieu le punissait, que sa mère irait en enfer à cause de lui. Le vrai monstre, ce n'était pas moi. Le monstre portait un costume noir et une cravate bleue, les dimanches. Il portait une Bible sous le bras et parlait de rédemption pendant qu'il torturait des enfants au nom de Dieu. Mais pour comprendre pourquoi je l'ai tué, tu dois savoir qui j'étais avant que cet homme entre dans nos vies. J'étais une autre personne en 2008. J'avais 22 ans et je venais de me marier avec Conan Yao Diallo, un homme que j'avais rencontré à une fête chez ma cousine à Treichville. Il était beau, travailleur, il vendait des pièces détachées pour voitures dans un garage près du marché d'Adjamé. Je suis tombée amoureuse vite, trop vite peut-être. On s'est mariés 6 mois après dans une petite cérémonie à l'église Saint-Jean de Cocody, avec ma mère Awa qui pleurait de bonheur, et mon père, qu'il repose en paix, qui payait le petit repas avec ses économies. En 2005 est né Yao, mon fils, ma raison de vivre. Je me souviens du moment exact où je l'ai vu pour la première fois à l'hôpital où je travaillais. C'était à 4h37 du matin le 15 août. Il pesait 3,2 kilos. Il avait les yeux les plus sombres que j'avais jamais vus, comme deux puits profonds. Et quand on me l'a mis sur la poitrine, et que j'ai senti sa peau contre la mienne, j'ai su que je ferais n'importe quoi pour le protéger. N'importe quoi. Yao était un enfant tranquille, timide, sensible d'une manière qui me brisait le cœur. Il n'était pas comme les autres enfants du quartier Yopougon où on habitait, ceux qui jouaient au football en criant dans la rue jusqu'au coucher du soleil. Yo aimait les dinosaures. Il avait une collection de figurines en plastique qu'il gardait dans une boîte à chaussures sous son lit. Le tyrannosaure Rex était son préféré. Il l'appelait Rex le Brave et l'emmenait partout, même à l'école, dans son sac à dos bleu
avec des rayures jaunes. Les matins étaient à mes moments préférés. Je me réveillais à 5h30. Je préparais du café au lait sur le petit réchaud de notre appartement. L'odeur remplissait les 2 pièces. Cet arôme chaud et réconfortant que ma mère m'avait appris à faire. Je réveillais Yao à 6h. Je lui préparais des œufs avec de l'aloco et du pain. Il s'asseyait à la petite table de la cuisine dans son pyjama à dinosaure, encore à moitié endormi, et il me racontait ses rêves pendant qu'il mangeait. Il rêvait de devenir paléontologue, de découvrir des os de dinosaures dans un désert lointain. Les dimanches, on allait au parc du Banco. Yo courait entre les arbres avec Rex le brave à la main, inventant des aventures où le dinosaure sauvait le monde des météorites et des volcans. Moi, je m'asseyais sur un banc pour le regarder avec un thermos de café, en pensant que c'était ça le bonheur. Simple, petit, complet. Mais Conan a commencé à changer en 2009. Il rentrait tard à la maison, parfois avec une odeur de bière, d'autres fois sans odeur du tout, mais avec les yeux vides. J'ai découvert les dettes de jeu en février 2010. J'ai trouvé les papiers cachés dans l'armoire, des prêts avec des usuriers, des sommes qu'on ne pourrait jamais rembourser avec son salaire du garage. Quand je l'ai confronté, il m'a crié dessus pour la première fois. Il m'a dit que je ne comprenais pas la pression d'être un homme, de faire vivre une famille. 2 semaines plus tard, il est parti. Il n'est simplement pas rentré du travail. Il a laissé un mot sur la table qui disait « Pardon » et rien d'autre. Yao avait 5 ans. Il m'a demandé où était papa pendant 3 mois d'affilée, chaque soir avant de dormir. Je ne savais pas quoi lui dire. Je lui disais que papa avait dû partir travailler loin, très loin. Finalement, il a arrêté de demander. Mais quelque chose avait changé dans ses yeux. Ils étaient devenus plus tristes, plus profonds. Je suis devenue mère célibataire du jour au lendemain. Mon travail au CHU ne suffisait pas pour le loyer, la nourriture, l'école. J'ai trouvé un 2e travail à faire le ménage dans des maisons les week-ends. Je me levais à 5h du matin, je travaillais mon service à l'hôpital de 7h à 15h, je récupérais Yao à l'école, je le déposais chez ma mère, et j'allais faire le ménage jusqu'à 21h, les samedis et dimanches aussi. La fatigue s'est installée dans mes os d'une manière que je ne peux pas expliquer. C'était comme porter des pierres sur le dos tout le temps sans jamais pouvoir les enlever. Mais c'était digne. On avait notre petit appartement de 2 pièces à Yopougon. Ce n'était pas grand-chose. Les murs étaient tachés d'humidité et la douche avait une fuite que je n'ai jamais pu réparer complètement. Mais c'était à nous. Yao avait sa chambre avec ses dinosaures, son lit avec des draps de super-héros que je lui avais achetés au marché de friperie, ses livres de la bibliothèque scolaire qu'il dévorait chaque soir avant de dormir. Ma mère Awa venait 3 fois par semaine m'aider avec Yao. Elle était profondément croyante. Elle l'avait toujours été. Elle priait le chapelet chaque soir. Elle avait des images de la Vierge Marie partout dans sa maison. Elle ne manquait jamais la messe le dimanche. Elle me disait que j'avais besoin de retourner à l'église, que Dieu me donnerait la force de continuer, que la foi était la seule chose qui nous maintenait debout quand tout s'écroulait. Pendant 2 ans, j'ai résisté. J'étais en colère contre Dieu, si je suis sincère. Pourquoi avait-il permis que Conan m'abandonne ? Pourquoi devais-je travailler jusqu'à m'épuiser pour donner à mon fils le minimum ? Où était Dieu quand je pleurais seule la nuit ? Quand les factures ne passaient pas ? Quand Yao me demandait pourquoi on ne pouvait pas acheter les nouvelles chaussures que tous ses camarades avaient ? Mais en janvier 2013, j'ai cédé. J'étais si fatiguée, si complètement épuisée de tout porter seule. Ma mère m'avait parlé de l'église du Réveil, la rédemption en Christ, un temple évangélique qui avait ouvert 3 ans plus tôt sur le boulevard de la Paix à Cocody. Elle disait que le pasteur Jérémie Brouaka était un homme saint, que ses prêches remplissaient l'âme, que la congrégation était comme une famille qui s'entraidait. J'y suis allée un dimanche. Yao avait 7 ans et demi. Je me souviens que c'était un jour où il pleuvait, inhabituel pour janvier à Abidjan. Le ciel était gris et menaçant.
On est entré dans le temple, un bâtiment qui avait été un entrepôt avant, avec des murs peints en blanc et des rangées de chaises pliantes en plastique. Il y avait peut-être 300 personnes là qui chantaient les mains levées, les yeux fermés, avec des expressions de paix absolue sur leur visage. Et alors j'ai vu le pasteur Jérémie pour la première fois. Il était à la chaire, un homme d'environ 50 ans, grand, de corpulence robuste mais pas grosse, avec les cheveux noirs peignés en arrière avec du gel, une barbe taillée impeccablement. Il portait un costume noir qui avait l'air cher, une cravate bleu foncé, des chaussures brillantes. Il tenait une grande Bible dans ses mains et parlait avec une voix profonde, résonnante, qui remplissait chaque coin du temple. Il parlait du pardon, de comment Dieu pardonne même les plus déchus, de comment aucun fardeau n'est trop lourd quand tu le partages avec Christ. J'étais debout au milieu de la foule avec Yao à côté de moi, accroché à ma main, et les larmes ont commencé à couler sur mes joues sans que je puisse les contrôler. Je ne sais pas ce que c'était exactement. Peut-être l'épuisement accumulé de 3 ans à tout porter seul. Peut-être le désespoir de vouloir croire en quelque chose de plus grand que moi. Quelque chose qui donnerait un sens à la douleur. Après le service, ma mère m'a présenté au pasteur Jérémie. Il m'a serré la main fermement. Il m'a regardé dans les yeux, avec une intensité qui m'a fait me sentir vue. Vraiment vue, pour la première fois depuis des années. Il m'a dit « Sœur Adjoua, Dieu a un plan pour toi et pour ton fils. La tempête passe, mais la foi demeure. » On a commencé à y aller chaque dimanche. Yao s'ennuyait pendant les services, comme n'importe quel enfant de 7 ans, mais il aimait les chansons. Il bougeait les lèvres en essayant de suivre les paroles qu'il projetait sur un écran blanc. Après le service, il y avait du café et des beignets sur le parking, et Yao courait avec d'autres enfants pendant que les adultes discutaient. L'odeur du café mélangée aux beignets, les rires des enfants, la chaleur du soleil du dimanche sur le visage. Pendant un moment, pendant quelques brefs moments, je me sentais moins seule. Je sentais que peut-être il y avait une communauté, un endroit où appartenir. L'Église semblait être la réponse à mes prières, mais elle est devenue mon pire cauchemar. C'était en mars 2013, quand le pasteur Jérémie s'est approché de moi après le service. J'étais en train de récupérer Yao qui jouait avec d'autres enfants près des chaises. Le pasteur s'est baissé à la hauteur de mon fils. Il lui a souri chaleureusement. Il lui a demandé son nom, son âge, ce qu'il aimait faire. Yao, qui était si timide avec les étrangers, lui a parlé de ses dinosaures. Il lui a dit qu'il voulait être paléontologue. Le pasteur a ri, un rire profond qui semblait sincère, et il lui a dit « Tu es un garçon très intelligent, Yao. Ça se voit. » Alors il s'est relevé, il m'a regardé, et il m'a dit quelque chose qui à ce moment-là m'a semblé être une bénédiction du ciel. Il m'a dit « Sœur Adjoua, je prie pour les familles de mères célibataires dans notre congrégation. Je sais que ce n'est pas facile d'élever un fils sans père. Moi, je peux aider. J'offre des cours spirituels pour les enfants les samedis matins. Je leur enseigne la parole de Dieu, je leur donne des conseils, je leur offre la figure masculine qui parfois leur manque à la maison. Sans frais, bien sûr, c'est mon ministère. » Mon cœur a presque sauté de joie. Une figure paternelle pour Yao. Quelqu'un qui lui enseignerait, qui lui donnerait de l'attention, qui remplirait ne serait-ce qu'un peu le vide que Conan avait laissé. Et sans frais. Je ne pouvais pas payer de cours particuliers. J'arrivais à peine à couvrir l'essentiel. J'ai dit oui immédiatement. Je l'ai remercié les larmes aux yeux. Il a posé sa main sur mon épaule. Il m'a dit « Du calme, ma sœur. Dieu pourvoit. Yao est un enfant spécial. Je le vois dans ses yeux. Il a besoin de discipline spirituelle pour devenir l'homme de bien qu'il est destiné à être. » Ma mère Awa était debout à côté de moi. Quand le pasteur s'est éloigné, elle m'a serré la main et m'a dit « Tu vois, ma fille, je t'avais dit que Dieu avait un plan. » Le pasteur Jérémie est un homme de Dieu.
Un saint. Yao est béni. Le premier samedi de cours était le 23 mars 2013. J'ai amené Yao à l'église à 10 heures du matin. Le pasteur nous attendait dans son bureau, une petite pièce à l'arrière du temple. Il y avait un bureau en bois sombre, lourd, ancien. Les murs étaient peints en blanc, mais couverts d'images religieuses. Un grand crucifix en bois au-dessus du bureau. Un tableau de Jésus au mont des Oliviers. Des versets bibliques encadrés. Ça sentait l'encens, cette odeur douce et pénétrante qui me rappelait les églises catholiques de mon enfance. Le pasteur m'a dit que les séances dureraient 2 heures, qu'il enseignerait à Yao des passages de la Bible, qu'il lui parlerait des valeurs chrétiennes, qu'il lui donnerait des devoirs de réflexion. Il m'a dit qu'il valait mieux que je ne reste pas, que les enfants se concentraient mieux, sans la présence des parents, de lui faire confiance, de faire confiance à Dieu. J'ai fait confiance. Mon Dieu, j'ai fait confiance. J'ai laissé Yao là, dans ce bureau qui sentait l'encens, avec cet homme qui portait un costume noir même les samedis, qui portait sa Bible comme si elle faisait partie de son corps. J'ai fait un bisou sur le front de mon fils. Je lui ai dit d'être sage, d'apprendre beaucoup. Yao a hoché la tête avec ses yeux sombres et profonds, et je suis partie faire les courses au marché d'Adjamé, en pensant que j'étais la mère la plus chanceuse du monde d'avoir quelqu'un comme le pasteur Jérémie pour m'aider. Pendant les premières semaines, tout semblait normal. Je récupérais Yao à midi. Je lui demandais ce qu'il avait appris. Il me disait des choses vagues. On a parlé de la Bible, maman, de Jésus. Il n'entrait pas dans les détails. Mais je pensais que c'était parce qu'il était un petit garçon qui ne savait pas expliquer des concepts compliqués. Le pasteur sortait toujours nous dire au revoir avec un sourire. Il me disait que Yao était un excellent élève, très appliqué, très obéissant. En avril, on commençait les séances 2 fois par semaine, samedi et mercredi après-midi. Le pasteur a dit que Yao avait tellement de potentiel que ça valait la peine d'y investir plus de temps. J'ai accepté avec gratitude. Je pensais que mon fils recevait une éducation spirituelle que je n'aurais jamais pu lui donner. Mais en juillet, quelque chose a changé. C'était subtil au début, si subtil que je ne l'ai presque pas remarqué. Yao a commencé à moins parler. Avant, c'était un enfant qui, bien que timide, me racontait ses journées en détail. Ce qu'il avait appris à l'école, avec qui il avait joué à la récréation, quel nouveau dinosaure il avait découvert dans ses livres. Mais soudain, quand je le récupérais chez ma mère après mon service à l'hôpital, il hochait juste la tête quand je lui demandais comment s'était passée sa journée. « Bien, maman, tout va bien. Les cauchemars ont commencé à la mi-juillet. La première fois que je l'ai entendu crier la nuit, j'ai failli avoir une crise cardiaque. C'était 2 heures du matin. J'ai couru dans sa chambre et je l'ai trouvé assis dans son lit, en sueur, tremblant, les yeux ouverts mais sans me voir vraiment. Je l'ai serré dans mes bras, je lui ai demandé ce qu'il avait rêvé. Il m'a dit entre 2 sanglots qu'il avait rêvé qu'il tombait dans un trou noir, qu'il ne pouvait pas crier, que personne ne l'entendait. J'ai pensé que c'était des trucs d'enfant, des cauchemars normaux. Je lui ai donné de l'eau, je l'ai recouché, je suis restée avec lui jusqu'à ce qu'il se rendorme. Mais les cauchemars se sont répétés 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, toujours similaires, toujours à tomber, toujours seul, toujours sans pouvoir crier. Fin juillet, Yao a commencé à résister pour aller au cours. C'était une résistance passive. Il ne disait pas « je ne veux pas y aller », mais il traînait les pieds quand on marchait vers la voiture. Il mettait plus de temps à mettre ses chaussures. Il regardait ailleurs quand je lui disais que c'était l'heure de partir. Je lui demandais si quelque chose n'allait pas, si le pasteur était méchant avec lui. Il secouait la tête, il me disait que tout allait bien. J'ai parlé au pasteur en août. Je lui ai dit que Yao semblait fatigué, que c'était peut-être trop de séances par semaine pour un enfant de 7 ans. Le pasteur m'a regardé avec ses yeux intenses qu'il avait. Il a posé sa main sur mon épaule de cette façon paternelle qu'il utilisait, et il m'a dit « Sœur Adjoa,
Yao est dans une phase cruciale de son développement spirituel. Il lutte contre les influences mondaines, contre le péché que nous portons tous en nous. Les cauchemars sont normaux. C'est le Saint-Esprit qui le purifie. Il a besoin de plus de guidance, pas moins. Fais-moi confiance. Fais confiance au processus de Dieu. Ma mère était là. Elle a hoché la tête avec ferveur. Elle m'a dit « Écoute le pasteur, ma fille. Il sait ce qu'il fait. C'est un homme de Dieu. » Alors j'ai fait confiance. J'ai continué à amener Yao 2 fois par semaine. J'ai continué à le laisser dans ce bureau qui sentait l'encens avec cet homme en costume noir et cravate bleue, parfaitement noué. Cet homme qui portait toujours sa Bible. Cet homme qui parlait de rédemption et de purification. En septembre, Yao a arrêté de jouer avec ses dinosaures. Il a simplement arrêté de les toucher. La boîte à chaussures était toujours sous son lit, mais il ne la sortait plus. Rex le Brave, son préféré, est resté oublié dans son sac à dos. Quand je lui ai demandé pourquoi il ne jouait plus avec eux, il m'a dit d'une voix étrangement plate « Ils ne me plaisent plus, maman. C'est des bêtises d'enfant. » Il avait 7 ans. 7 ans. Et il parlait comme s'il était un adulte fatigué de la vie. En octobre, le pasteur a suggéré que les séances soient 3 fois par semaine. Il a dit que Yao avait besoin de discipline spirituelle intense, parce qu'il montrait des signes de rébellion contre la parole de Dieu. Je n'ai pas compris ce que ça voulait dire. Yao était l'enfant le plus obéissant que je connaissais. Il ne me répondait jamais mal. Il ne se comportait jamais mal à l'école. Il ne causait jamais de problème. Mais le pasteur a insisté. Ma mère a insisté. La congrégation entière semblait d'accord sur le fait que le pasteur Jérémie était un miracle ambulant qui transformait les enfants à problèmes en hommes de bien. Alors j'ai accepté. 3 fois par semaine. Lundi, mercredi, samedi. En septembre, Yao n'était déjà plus le même enfant, et j'étais trop aveugle pour le voir. Septembre 2013 a été le mois où tout est devenu vraiment sombre, même si moi je ne le savais pas encore. Ou peut-être que je ne voulais pas le savoir. Peut-être que mon esprit refusait d'accepter ce que mes yeux voyaient, chaque jour plus clairement. Les cauchemars de Yao ont cessé d'être occasionnels. Maintenant, c'était toutes les nuits. Toutes. Sans exception. Je dormais dans la chambre d'à côté, séparée à peine par une cloison en contreplaqué. Et chaque nuit, vers 3 heures du matin, je l'entendais crier. Au début, c'était des cris sans parole, de purs hurlements de terreur qui me faisaient bondir du lit le cœur battant. Je courais dans sa chambre, j'allumais la lumière, et je le trouvais assis dans son lit, trempé de sueur, tremblant comme s'il avait de la fièvre, les yeux ouverts mais sans me voir vraiment. Je le serrais dans mes bras, je lui disais que ça allait, que c'était juste un rêve, que maman était là. Il s'accrochait à moi, avec une force qui n'était pas normale chez un enfant de 7 ans, me plantant les doigts dans les bras, respirant de façon saccadée contre ma poitrine. Il lui fallait plusieurs minutes pour revenir à la réalité, me reconnaître, relâcher ses muscles. Mais fin septembre, les cauchemars ont commencé à avoir des mots. La première fois que je l'ai entendu clairement, c'était le 28 septembre. Je m'en souviens parce que c'était l'anniversaire de ma mère. C'était 3h15 du matin. J'ai entendu le cri, et puis, clairement, comme s'il était dans la chambre avec moi, « Non, pasteur, s'il vous plaît, plus maintenant. » Je suis restée paralysée dans mon lit. Le froid m'a parcouru la colonne vertébrale comme de l'eau glacée. « Pasteur. » Il avait dit « pasteur. » J'ai bondi du lit, j'ai couru dans sa chambre. Yao était réveillé, assis, pleurant en silence. Je lui ai demandé ce qu'il avait rêvé. Il m'a dit qu'il ne se souvenait pas. Je lui ai demandé pourquoi il avait mentionné le pasteur. Il m'a dit qu'il ne savait pas, que peut-être il avait rêvé de l'église. Je ne l'ai pas cru, mais je n'ai pas insisté non plus. Maintenant, je me déteste pour ça. Je me déteste de ne pas avoir insisté cette nuit-là, de ne pas l'avoir secoué jusqu'à ce qu'il me dise la vérité, de ne pas être allé directement chez le pasteur Jérémie pour lui casser la figure sur place. En octobre, quelque chose de pire a commencé.
Yao a commencé à mouiller son lit. Il avait presque 8 ans. Il avait arrêté les couches à 3 ans. Ça faisait 5 ans sans un seul accident nocturne, et soudain, de nulle part, il a commencé à se réveiller dans des draps mouillés 3, 4 fois par semaine. La première fois, j'ai pensé que c'était un accident isolé, qu'il avait peut-être bu trop d'eau avant de dormir. Mais quand c'est devenu régulier, quand chaque matin je devais laver des draps qui sentaient l'urine, quand je voyais la honte dans les yeux de Yao en se réveillant mouillé une fois de plus, j'ai su que quelque chose allait terriblement mal. Je l'ai amené chez le pédiatre au CHU fin octobre. Le docteur Kone était un homme âgé avec des lunettes épaisses et une moustache grise. Il a examiné Yao, il lui a fait des analyses d'urine, il a cherché des infections, des problèmes aux reins, du diabète. Tout était normal. Il m'a dit que c'était probablement psychologique, du stress, de l'anxiété. Il m'a demandé s'il y avait eu des changements à la maison, des situations traumatisantes. Je lui ai dit que son père nous avait abandonnés 3 ans plus tôt, mais que Yao s'en était déjà remis. Le docteur a hoché la tête. Il m'a prescrit des gouttes pour l'anxiété. Il m'a dit d'être patiente, que ça passerait. Ça n'est pas passé. Ça a empiré. En novembre, Yao a arrêté de manger. Je préparais son petit déjeuner préféré, des œufs brouillés avec de l'aloco et du pain, et il regardait juste l'assiette sans y toucher. Je lui demandais s'il n'avait pas faim, s'il avait mal au ventre. Il me disait que oui, il avait faim. Mais quand il essayait de manger, il ne prenait que 2 ou 3 bouchées et poussait l'assiette. Il disait qu'il se sentait plein, qu'il ne pouvait plus. En 2 mois, il a perdu 3 kilos. 3 kilos qu'un enfant de 8 ans ne peut pas perdre sans que ça se remarque dramatiquement. Ses vêtements étaient trop grands. Ses joues, qui avaient toujours été rondes et pleines, sont devenues creuses. Les os de ses poignets ont commencé à ressortir d'une manière qui me terrifiait. Je l'ai ramené chez le pédiatre. Le docteur Kone s'est inquiété. Cette fois, il a ordonné plus d'examens, des analyses de sang complètes, un bilan thyroïdien, un examen gastro-intestinal. Tout est ressorti normal une fois de plus. Il m'a dit les mêmes mots qu'avant. Psychologique, stress, anxiété. Il m'a suggéré de l'amener chez un psychologue pour enfants. Il m'a donné le nom d'une docteure, mais quand j'ai appelé pour prendre rendez-vous, on m'a dit que la liste d'attente était de 4 mois. 4 mois. Pendant ce temps, mon fils dépérissait sous mes yeux. En décembre a commencé l'isolement social. Yo avait eu 2 amis à l'école, Moussa et Ibrahim, des garçons de sa classe avec qui il jouait parfois à la récréation. Un jour, je suis allée le chercher à l'école, et la maîtresse m'a arrêtée à la porte. Elle m'a dit que Yao ne jouait plus avec personne pendant la récréation, qu'il s'asseyait seul dans un coin de la cour à regarder le mur, sans parler à personne. Elle m'a dit qu'il avait essayé de l'encourager à jouer, mais qu'il secouait juste la tête et restait là, immobile, en silence. Ce soir-là, je lui ai demandé pourquoi il ne jouait pas avec Moussa et Ibrahim. Il m'a dit qu'il ne voulait pas. Je lui ai demandé pourquoi. Il m'a dit « Je sais pas, maman. Je veux pas, c'est tout. » Sa voix était plate, sans émotion, comme s'il lisait sur un papier. En janvier 2014, mon fils était devenu un fantôme. Il marchait dans l'appartement sans faire de bruit, sans jouer, sans rire. Il s'asseyait sur le canapé à regarder le mur pendant des heures. Je lui parlais et il me répondait par monosyllabes. « Oui. Non. Je sais pas. Bien. » Et alors j'ai remarqué quelque chose qui m'a glacé le sang. Yao avait peur des hommes avec une barbe. Pas de tous les hommes, spécifiquement de ceux qui avaient une barbe. On est allé au marché en février, et on est passé devant un vendeur de fruits, un monsieur costaud avec une barbe épaisse et noire. Yao s'est accroché à ma jambe avec tant de force qu'il a failli me faire trébucher. Il tremblait. Quand l'homme s'est approché pour me proposer des oranges, Yao a commencé à hyperventiler. J'ai dû le sortir du marché en le portant parce que ses jambes ne répondaient en plus. Le pasteur Jérémie avait une barbe taillée, impeccable, noire, avec quelques fils gris. Aussi en février, Yao a fait quelque chose qui m'a brisé le cœur d'une manière que je ne peux pas expliquer.
Je suis rentrée à la maison après mon service à l'hôpital et j'ai trouvé tous ces dinosaures en plastique jetés par terre dans sa chambre. Ils n'étaient pas simplement jetés, ils étaient cassés, détruits. Il leur avait arraché les têtes, les pattes, les queues. Rex le Brave, son préféré, son compagnon de 5 ans, était en morceaux minuscules, comme s'il l'avait frappé contre le sol encore et encore, jusqu'à le pulvériser. Je suis entrée dans sa chambre. Yao était assis sur le lit à regarder les restes de ces dinosaures avec une expression vide. Je lui ai demandé ce qui s'était passé. Il m'a dit « Ils étaient mauvais, maman. Ils sont tous mauvais. Il faut détruire ce qui est mauvais. » Ce n'étaient pas ces mots. C'étaient les mots de quelqu'un d'autre qui sortirent de la bouche de mon fils de 8 ans. Les séances avec le pasteur ont augmenté à 3 fois par semaine en janvier. Lundi, mercredi, samedi. Le pasteur m'a dit que Yao était dans une phase critique de purification spirituelle, qu'il luttait contre des démons intérieurs, qu'il avait besoin de discipline intensive pour vaincre l'obscurité. Il utilisait ces mots exacts. Discipline intensive, purification spirituelle, démons intérieurs. J'ai commencé à douter. J'ai commencé à faire les connexions que j'aurais dû faire des mois plus tôt. Les cauchemars avaient commencé après les cours. L'énurésie avait commencé après les cours. La perte d'appétit, l'isolement, la peur des hommes avec une barbe, la destruction de ses jouets, tout, absolument tout avait empiré après que le pasteur Jérémie soit entré dans nos vies. En février 2014, j'ai essayé d'annuler les séances. J'ai dit au pasteur que Yao avait besoin d'une pause, qu'il était très stressé par l'école, que je voulais réduire les cours à 1 fois par semaine. Le pasteur m'a regardé avec cette intensité qu'il avait, cette façon de regarder qui te faisait te sentir petite, et il m'a dit « Sœur Adjoa, je comprends ton inquiétude de mère, mais c'est justement maintenant que Yao a le plus besoin de moi. Il est dans la phase la plus difficile de sa transformation. Si on l'abandonne maintenant, tout le travail de ces mois sera perdu. Pire encore, les démons que nous avons chassés de lui pourraient revenir en force. Tu veux ça pour ton fils ? » Ma mère était là. Elle était toujours là à le défendre. Elle m'a dit « Ma fille, ne questionne pas les voies de Dieu. Le pasteur sait ce qu'il fait. Yao traverse une épreuve de foi. Si tu le retires maintenant, il échouera. » La congrégation entière me pressait. D'autres mères me disaient que leurs enfants étaient passés par la même chose, que c'était normal, qu'après la purification venait la paix. Le responsable de la louange m'a dit que j'étais égoïste, que je mettais mes peurs avant le salut de mon fils. J'ai cédé. Mon Dieu, j'ai encore cédé. Les séances ont continué. 3 fois par semaine, lundi, mercredi, samedi. 2 heures chaque séance. 6 heures par semaine que mon fils passait seul avec cet homme dans ce bureau qui sentait l'encens. Si tu es arrivé jusqu'ici, et que tu commences à comprendre que ce n'est pas une histoire simple de bien et de mal, abonne-toi à la chaîne, parce que ce qui vient va te faire tout remettre en question sur la foi, la justice, et jusqu'où peut aller l'instinct d'une mère. J'ai besoin que tu restes avec moi jusqu'à la fin. Début mars, Yao a presque complètement arrêté de parler. Il répondait quand je lui posais une question directe, mais il n'initiait jamais de conversation. Il ne me racontait jamais rien. Il se réveillait, déjeunait en silence en regardant son assiette, allait à l'école, revenait, faisait ses devoirs sans dire un mot, dînait, se douchait, se couchait, comme un automate, comme si on lui avait enlevé l'âme et laissé seulement le corps fonctionnant en pilote automatique. Les draps mouillés, c'était maintenant 5 fois par semaine. L'odeur d'urine s'était imprégnée dans le matelas, malgré mes lavages constants. Yao se réveillait dans des flaques, tremblant, pleurant en silence. Il ne m'appelait même plus. Il restait juste là, couché dans sa propre urine, à attendre que je vienne le changer comme s'il était redevenu un bébé. Les assiettes de nourriture revenaient intactes. Il ne faisait même plus semblant de manger. Il poussait juste l'assiette vers le centre de la table et me regardait avec ses yeux vides, ses yeux qui ne semblaient plus être ceux de mon fils.
Le poids du silence dans notre appartement était physique. Je pouvais le sentir pressé contre ma poitrine quand je rentrais du travail. L'appartement était dans un silence absolu. Yao ne faisait pas de bruit, ne regardait pas la télé, n'écoutait pas de musique, ne jouait pas. Il était juste là, assis, à regarder les murs. Un soir à la mi-mars, après mon service, je me suis assise sur le canapé à côté de lui. Il regardait le mur blanc du salon. Ce mur où il n'y avait rien, ni tableau, ni tache, juste de la peinture blanche qui s'écaillait. Je lui ai demandé à quoi il pensait. Il ne m'a pas répondu. Je lui ai redemandé. Silence. Je lui ai pris le visage entre mes mains. Je l'ai forcé à me regarder. Ses yeux étaient humides, mais il ne pleurait pas. Il m'a dit d'une voix qui semblait venir de très loin. « À rien, maman. Je pense à rien. » Un enfant de 8 ans ne pense à rien. C'est impossible. Les enfants pensent à 1000 choses à la fois. Aux jeux, aux amis, aux bonbons, aux dessins animés, à n'importe quoi. Mais mon fils avait appris à vider son esprit complètement. Quelqu'un lui avait appris à tout éteindre, tout ce qui faisait de lui ce qu'il était. Alors est arrivé le jour qui m'a obligée à ouvrir les yeux, et quand je les ai ouverts, je n'ai plus jamais pu les refermer. C'était samedi 15 mars 2014. J'avais un service de nuit à l'hôpital de 22h à 6h du matin. J'ai laissé Yao chez ma mère comme toujours. Je suis arrivée à l'hôpital à 21h30. J'ai mis mon uniforme d'aide-soignante. J'ai vérifié mon secteur. À 23h, on a reçu un appel d'urgence. Un accident de la route multiple sur l'autoroute du Nord. On s'est préparé à recevoir des blessés graves, mais à 23h15, on nous a prévenu que les blessés avaient été déviés vers un autre hôpital plus proche du lieu de l'accident. L'urgence a été annulée. Ma surveillante m'a dit que je pouvais rentrer chez moi, qu'il n'y aurait plus de mouvement cette nuit-là. Il était 23h30. J'ai conduit jusqu'à la maison. Je suis arrivée à 23h45. L'appartement était silencieux, les lumières éteintes. J'ai pensé que Yao dormait. J'ai posé mon sac sur le canapé, j'ai enlevé mes chaussures, j'ai marché vers ma chambre pour me changer. Alors j'ai entendu un son. Ça venait de la salle de bain. Un sanglot, étouffé, comme si quelqu'un pleurait mais essayait de ne pas faire de bruit. J'ai marché vers la salle de bain. La porte était entr'ouverte, il y avait de la lumière à l'intérieur. J'ai poussé la porte. Yao était assis par terre sur le carrelage, à côté des toilettes, avec les ciseaux de l'école dans la main droite. Des ciseaux à bout rond, ceux que les enfants utilisent pour découper du papier à l'école. Son bras gauche était étendu au-dessus du lavabo blanc. Il y avait du sang. Pas beaucoup, mais assez pour que mon cœur s'arrête complètement. Il avait 3 coupures superficielles sur l'avant-bras, des lignes rouges d'où le sang coulait lentement. Ce n'étaient pas des coupures profondes. Les ciseaux d'école n'ont pas assez de tranchants pour ça. Mais elles étaient intentionnelles, claires, délibérées. Yo pleurait en silence, les larmes tombant sur ses jambes, regardant le sang dans le lavabo, comme si c'était quelque chose de fascinant et d'horrible en même temps. J'ai crié son nom. Les ciseaux sont tombés par terre avec un son métallique. Je me suis agenouillée à côté de lui, je lui ai pris le bras, j'ai vu les coupures. L'odeur métallique du sang frais a rempli mes narines. Mes mains tremblaient incontrôlablement pendant que je cherchais une serviette, que je la mouillais, que je pressais contre les blessures. Ce n'était pas grave. Je l'ai su immédiatement grâce à ma formation médicale. C'était superficiel, ça n'avait pas besoin de points de suture. Mais ça n'avait pas d'importance. Ce qui importait, c'est que mon fils de 8 ans se coupait lui-même avec des ciseaux d'école à 23h30 du soir. Je lui ai demandé ce qu'il faisait. Il ne m'a pas répondu. Je lui ai demandé pourquoi il s'était coupé. Silence. Je l'ai secoué, peut-être avec plus de force que j'aurais dû, et je lui ai crié de me répondre. Alors il l'a dit, d'une voix petite, brisée, pleine de honte. « J'ai besoin de faire sortir ce qui est sale, maman. » Je suis restée glacée. Le froid du carrelage de la salle de bain où j'étais agenouillée m'est monté par les genoux,
par la colonne vertébrale jusqu'au cou. Je lui ai demandé ce qu'il voulait dire par là. Il m'a dit qu'il était sale à l'intérieur, qu'il avait besoin de faire sortir la saleté, que si le sang sortait, peut-être que ce qui était sale sortirait avec. Je lui ai demandé qui lui avait dit qu'il était sale. Silence. Je lui ai redemandé avec la voix la plus calme que j'ai pu simuler. Encore du silence. Je lui ai demandé si quelqu'un lui avait fait du mal. Il a secoué la tête, mais ses yeux me disaient le contraire. Je l'ai nettoyé. J'ai désinfecté les blessures avec de l'alcool. Il ne s'est pas plaint de la brûlure. Il n'a même pas fait un geste de douleur. Il regardait juste le mur avec ses yeux vides. Je lui ai mis de la gaze, je lui ai bandé le bras, je l'ai amené dans sa chambre, je l'ai assis sur le lit, je me suis assise à côté de lui, et alors je lui ai dit quelque chose que je n'oublierai jamais, quelque chose que j'aurais dû lui dire des mois plus tôt. « Yao, regarde-moi. Regarde-moi dans les yeux. Peu importe ce qu'on t'a dit, peu importe qui te l'a dit, tu n'es pas sale. Tu es parfait. Tu es mon fils et tu es parfait. Mais j'ai besoin que tu me dises la vérité. Qui t'a dit que tu étais sale ?» Il s'est effondré. Comme ça, sans plus, comme s'il avait soutenu un bâtiment entier sur ses épaules de 8 ans et qu'il lâchait enfin. Il a commencé à pleurer avec des pleurs que je n'avais jamais entendus, des pleurs profonds qui sortaient d'un endroit sombre à l'intérieur de lui. Il s'est jeté dans mes bras, il a enfoui son visage dans ma poitrine, et il a pleuré. Il a pleuré pendant 10 minutes sans s'arrêter, secouant tout son corps, mouillant mon chemisier avec des larmes chaudes et de la morve. Moi, je le serrais juste dans mes bras, je lui caressais les cheveux, je lui disais qu'il était en sécurité, que maman était là, qu'il pouvait tout me dire. Quand finalement il a pu parler, quand les pleurs se sont transformés en sanglots entrecoupés, il a commencé à me raconter. Pas tout d'un coup. C'était graduel, douloureux, comme arracher des pansements enfoncés dans la chair vive. Il m'a dit que le pasteur Jérémie le frappait, qu'il le frappait depuis juillet de l'année dernière. 8 mois. 8 mois d'enfer que mon fils avait supporté en silence. Tout son corps tremblait pendant qu'il parlait. Il m'a dit que le pasteur le frappait avec sa ceinture, qu'il fermait la porte du bureau à clé, qu'il lui disait d'enlever sa chemise, de se pencher sur le bureau en bois, qu'alors il sortait la ceinture, cette ceinture noire en cuir avec une grosse boucle en métal, et il le frappait dans le dos, sur les fesses, sur les cuisses, à des endroits où personne ne pourrait voir. Il m'a dit que le pasteur lui disait qu'il le faisait parce qu'il l'aimait, parce que Dieu l'aimait, parce que les enfants ont besoin de discipline pour faire sortir les démons qu'ils portent en eux, que chaque coup était une bénédiction, que la douleur était la façon dont Dieu le purifiait. Il m'a dit que le pasteur lui disait « Ça fait mal, Yao, mais Dieu te purifie. Les enfants doivent souffrir comme Christ a souffert. La douleur, c'est l'amour. Le sang. Parce que oui, il y avait du sang. » Les coups ouvraient parfois la peau. Parfois, la ceinture laissait des lignes rouges qui devenaient des croûtes, des cicatrices. Il m'a dit que le pasteur l'avait prévenu que s'il le disait à quelqu'un, surtout à moi, j'irais en enfer. Que Dieu me punirait à cause de lui, qu'il valait mieux supporter la discipline en silence, que ça ferait de lui un homme fort, un homme de Dieu. Pendant que Yao parlait, je sentais que j'étais en train de mourir. Je sentais que quelqu'un m'avait mis les mains dans la poitrine et m'arrachait le cœur morceau par morceau. Le goût amer de la bile m'est monté dans la gorge. J'ai dû l'avaler pour ne pas vomir sur place. Je lui ai demandé de me laisser voir. Il a dit non. Je lui ai dit que j'avais besoin de voir, que ce n'était pas grave, que j'étais sa maman. Lentement, en tremblant, il a enlevé son t-shirt. Son dos était une carte de cicatrices. Des lignes fines, roses, certaines déjà estompées, d'autres plus récentes. Je l'ai retourné. Ses fesses et ses cuisses avaient aussi des marques.
Certaines étaient clairement des marques de ceinture. On pouvait voir le motif du cuir. D'autres étaient plus diffuses, comme s'il avait aussi utilisé autre chose. 22 marques. Je les ai comptées. 22 cicatrices et hématomes visibles sur le corps de mon fils de 8 ans. Mes mains tremblaient tellement que j'arrivais à peine à tenir le téléphone quand j'ai pris les photos. Flash. Le petit corps de Yao sous la lumière dure du flash de l'appareil. Flash. Les lignes rouges et roses sur sa peau noire. Flash. Les hématomes que je n'avais pas vus parce qu'il n'avait jamais enlevé sa chemise devant moi depuis des mois, parce qu'il se changeait dans la salle de bain avec la porte fermée, parce qu'il se douchait seul et sortait déjà habillé. Tous les signes avaient été là, et j'avais été aveugle. Je lui ai demandé s'il y avait autre chose, si le pasteur avait fait autre chose à part le frapper. Il m'a regardé avec ses yeux sombres pleins de larmes, et il a secoué la tête. Seulement les coups, il m'a dit. Seulement la ceinture. Seulement la discipline spirituelle. Je l'ai cru. Maintenant je sais que c'était la vérité. Le pasteur Jérémie était un sadique qui torturait des enfants au nom de Dieu. Mais au moins ce n'était pas un violeur. Au moins ça, il l'a épargné à mon fils. Il était 2h du matin quand on a fini de parler. J'ai couché Yao dans mon lit. Je ne voulais pas qu'il soit seul. Je me suis couchée à côté de lui. Je l'ai serré dans mes bras en faisant attention à ne pas appuyer sur les parties blessées de son corps. Il s'est endormi finalement, épuisé par les pleurs, par le poids d'avoir enfin dit la vérité. Moi, je n'ai pas dormi. Je suis restée éveillée toute la nuit à regarder le plafond, à sentir le corps, petit et fragile de mon fils contre le mien, à écouter sa respiration irrégulière. Et dans ma tête, une seule idée se répétait encore et encore comme un mantra, comme une prière sombre. Cet homme devait payer. Le lundi 17 mars, je me suis réveillée à 6h du matin. Je n'avais pas dormi du tout, mais j'étais complètement éveillée, alerte, fonctionnant sur de la pure adrénaline. J'ai laissé Yao chez ma mère, en lui disant que j'avais une démarche urgente à faire. Je ne lui ai rien dit sur ce que j'avais découvert. Je savais qu'elle ne me croirait pas, qu'elle défendrait le pasteur, qu'elle dirait que j'exagérais. À 8h du matin, j'étais au commissariat central d'Abidjan. Quand on m'a finalement appelée, je suis entrée dans un bureau gris avec un bureau en métal et un agent de police qui mâchait du chewing-gum en regardant des papiers. Je lui ai tout raconté. Je lui ai montré les photos sur mon téléphone. Je lui ai expliqué que mon fils avait été torturé systématiquement pendant 8 mois par le pasteur de notre église. L'agent a regardé les photos, il a fait une grimace, il a arrêté de mâcher son chewing-gum un instant, puis il m'a dit « Madame, je comprends votre inquiétude, mais ça ressemble à des corrections éducatives, de la discipline. Beaucoup de parents frappent leurs enfants. Ce n'est pas forcément un crime. » Je lui ai dit que ce n'était pas son père, que c'était le pasteur de l'église, qu'il n'avait aucun droit. Il m'a dit « C'est un homme de Dieu, madame. Il essayait sûrement juste de corriger des comportements à problème. Votre fils se comporte mal. Il est rebelle. » Je lui ai dit que non, que Yao était l'enfant le plus obéissant du monde, que ce n'était pas de la discipline, c'était de la torture. Il a soupiré. Il m'a dit que je devais remplir des formulaires, qu'ils avaient besoin de faire une évaluation psychologique de l'enfant avant de procéder à une accusation formelle, que le processus prendrait environ 3 mois. 3 mois. Je lui ai demandé si en attendant mon fils devait continuer à aller aux séances avec le pasteur. Il m'a dit qu'il ne pouvait pas empêcher un ministre religieux d'offrir des cours spirituels à moins qu'il y ait une ordonnance du tribunal. Que pour obtenir une ordonnance du tribunal, j'avais besoin de l'évaluation psychologique. Que pour l'évaluation psychologique, je devais attendre 3 mois. Je suis sortie de ce bureau en me sentant plus impuissante que jamais dans ma vie. Le mardi, j'ai essayé dans un autre service, à la direction de la protection de l'enfant. Une jeune assistante sociale m'a reçue et elle a au moins semblé plus compréhensive. Elle m'a dit qu'effectivement, le cas était grave, que les photos étaient une preuve claire de violence. Mais elle m'a dit la même chose. Il fallait suivre les protocoles. Évaluation psychologique. 3 mois d'attente.
Le mercredi, je suis allée à la gendarmerie. L'officier m'a écouté patiemment, il a pris des notes, il m'a dit qu'ils iraient me parler au pasteur, qu'ils enquêteraient. Le jeudi, j'ai reçu un appel du pasteur Jérémie. Sa voix semblait calme, aimable comme toujours. Il m'a dit que la police était venue lui parler, qu'il comprenait mon inquiétude de mère, mais que je mal interprétais sa méthode d'enseignement. Que la discipline physique était biblique, qu'elle était soutenue par les Écritures, que Yao avait très bien répondu au traitement, que ce serait dommage d'interrompre ses progrès spirituels. Il m'a dit qu'il avait le soutien de toute la congrégation, que beaucoup de mères pouvaient témoigner que leurs enfants s'étaient améliorés sous sa guidance. Que si j'insistais à porter de fausses accusations, il devrait envisager des poursuites judiciaires contre moi pour diffamation. J'ai raccroché le téléphone en tremblant de rage. Ce soir-là, la congrégation a commencé à m'appeler. D'abord ma mère en pleurant, disant comment je pouvais accuser un homme de Dieu de quelque chose d'aussi horrible. Puis d'autres mères me disant que j'étais folle, que le pasteur Jérémie était un saint, que leurs propres enfants étaient là passés par la même discipline et qu'ils étaient maintenant de meilleures personnes. Le responsable de la louange m'a appelé pour me dire que j'étais manipulée par le démon, que j'essayais de détruire l'œuvre de Dieu. Le vendredi 21 mars, j'ai dû amener Yao à sa séance. J'ai dû le faire. Ma mère m'a menacée de me dénoncer pour négligence, si je n'amenais pas mon fils recevoir son éducation spirituelle. D'autres membres de la congrégation ont commencé à apparaître à mon appartement, frappant à la porte, laissant des mots, me pressant. J'ai amené Yao. Je l'ai laissé dans ce bureau que je savais maintenant être une chambre de torture. Je l'ai laissé avec l'homme qui le maltraitait depuis 8 mois. J'ai dû le faire parce que le système m'avait abandonné, parce que personne ne m'écoutait, parce que j'étais seule contre une congrégation entière de 300 personnes qui adoraient ce monstre. 2 heures plus tard, je l'ai récupéré. Yao marchait bizarrement, avec des petits pas raides. Quand on est arrivé à la voiture et que je lui ai demandé de monter, il a fait un geste de douleur. Je lui ai soulevé la chemise là, sur le parking de l'église. Il avait un nouvel hématome sur le côté droit, sur les côtes. Frais. Violet foncé. Du jour même. Cet hématome a été la goutte qui a fait déborder le vase. Ce soir-là, après avoir couché Yao, je me suis assise à la table de la cuisine. J'ai sorti un cahier. J'ai écrit une lettre. J'ai écrit tout ce que je ressentais, tout ce que j'avais découvert, tout ce que le système refusait de faire. J'ai écrit pour Yao en lui expliquant pourquoi j'allais faire ce que j'allais faire. Je lui ai demandé pardon à l'avance. Je lui ai dit que je l'aimais plus que ma propre vie. Je lui ai dit qu'une mère ferait n'importe quoi pour protéger son fils. J'ai gardé la lettre dans une enveloppe, je l'ai cachée sous le matelas et j'ai pris une décision. Si le système ne l'arrête pas, c'est moi qui le ferai. Le samedi 22 mars, je suis allée au grand marché d'Adjamé. J'ai acheté des légumes, des fruits, de la viande. Et j'ai acheté un couteau de cuisine, un grand de 20 cm de lame avec un manche noir en plastique. J'ai dit au vendeur que j'avais besoin d'un bien aiguisé pour couper la viande. Il m'a vendu le meilleur qu'il avait. Je suis rentrée à la maison, j'ai rangé le couteau dans mon sac, j'ai vérifié les horaires de l'église que j'avais notés dans mon téléphone. Les services du dimanche commençaient à 10 heures du matin. Ils finissaient à 12h30. Après, il y avait un moment de convivialité sur le parking où tout le monde mangeait et discutait. Le pasteur restait toujours dans son bureau pendant ce temps, comptant les offrandes, préparant le sermon de la semaine suivante. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. Je suis restée éveillée à penser à chaque détail. Je savais que ce que j'allais faire était irréversible. Je savais que je finirais en prison. Je savais que probablement je ne serrerais plus jamais mon fils dans mes bras comme une femme libre. Mais je savais aussi que si je ne le faisais pas, cet homme continuerait à torturer des enfants. Que le système ne l'arrêterait pas. Que ça avait pris 8 mois avant que je me rende compte, et combien d'autres enfants y avait-il dans cette congrégation qui souffrait en silence. Le cahier qu'ils ont trouvé après dans son bureau a confirmé ce que je soupçonnais. Il y avait 11 autres enfants. Je ne pouvais pas vivre avec ça. Je ne pouvais pas vivre en sachant que j'avais le pouvoir de l'arrêter,
et que je ne le faisais pas. Le dimanche 23 mars, je me suis réveillée à 7 heures du matin. Je me suis habillée avec des vêtements normaux, un jean et un chemisier bleu. J'ai réveillé Yao, je lui ai préparé le petit déjeuner, je lui ai dit que je l'aimais. Il m'a regardée avec ses yeux qui commençaient déjà à retrouver un peu de lumière après plusieurs jours sans voir le pasteur et il m'a dit « Moi aussi je t'aime, maman ». On est allé à l'église comme toujours. On s'est assis au 5e rang. La congrégation chantait « Amazing Grace », cet hymne qui m'avait toujours semblé beau et qui maintenant sonnait comme une moquerie cruelle. « Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me ». Le pasteur Jérémie prêchait sur le pardon, sur comment Dieu pardonne même les pires péchés si on se repent sincèrement. L'ironie était presque comique. Le service s'est terminé à 12h30. Les gens ont commencé à sortir vers le parking. J'ai amené Yao à ma mère. Je lui ai dit « Je reviens dans 30 minutes. Je vais chercher quelque chose dans la voiture. » Elle a hoché la tête sans me prêter beaucoup d'attention, occupée à discuter avec d'autres dames. J'ai marché vers l'arrière de l'église. Il y avait une porte latérale qui donnait sur un couloir où se trouvait le bureau du pasteur. La porte n'avait pas de verrou pendant la journée. Je suis entrée. Le couloir était vide. Tout le monde était dehors à manger des beignets et du bissap. Je suis arrivée au bureau du pasteur. La porte était entr'ouverte. Je l'ai vu à travers la fente. Il était assis à son bureau en bois sombre, comptant les billets et les pièces des offrandes. Il portait son costume noir de toujours, sa cravate bleue, sa Bible à côté du bureau près des piles d'argent. J'ai poussé la porte. Je suis entrée. J'ai fermé la porte derrière moi. Il a levé les yeux, il m'a vue, il a souri. « Sœur Adjoa, quelle surprise! En quoi puis-je t'aider ?» J'ai sorti le couteau de mon sac. Son sourire s'est effacé. « Qu'est-ce que tu fais ?» Je lui ai dit avec un calme que je ne savais pas avoir. « Je sais ce que tu as fait à mon fils. » Il s'est levé. Il a levé les mains dans un geste de calme. « Adjoa, je ne sais pas ce que Yao t'a dit, mais il est confus. Je ne faisais que le discipliner pour son propre bien, par amour. » Je lui ai dit « Ne parle pas d'amour. N'ose pas. » Il a essayé de prendre le téléphone sur le bureau, probablement pour appeler la police ou pour demander de l'aide. Je ne l'ai pas laissé faire. Je me suis déplacée vite. Le couteau a traversé son épaule droite. C'était plus facile que je ne pensais. La chair a offert de la résistance une seconde et puis le métal s'est simplement enfoncé. Il a crié. Un cri aigu qui s'est entendu même par-dessus les cantiques qui jouaient encore sur la sono dans la grande salle. Je l'ai poussé. Il est tombé contre le bureau. L'argent des offrandes a volé en l'air, des pièces roulant sur le sol. Et alors j'ai continué. Je n'ai pas réfléchi. J'ai juste agi. Le couteau est monté et descendu. 1 fois, 2 fois, 3 fois dans la poitrine. J'ai senti la résistance des côtes, le son mouillé de la chair qui se déchire. 2 fois dans l'abdomen, 1 fois dans le cou. 7 fois en tout. 1 pour chaque mois qu'il avait torturé mon fils, plus 1 en plus pour le nouvel hématome qu'il lui avait fait la veille. Son sang a éclaboussé mon chemisier bleu, mes mains, mon visage. C'était chaud. Plus chaud que je ne m'y attendais. Ça sentait le cuivre et quelque chose d'autre, quelque chose d'organique et de nauséabond. Il a essayé de parler. Il a ouvert la bouche. Du sang est sorti à la place des mots. Ses yeux m'ont regardé avec surprise, avec peur, avec quelque chose qui aurait pu être une supplique. Je n'ai rien senti. Ni satisfaction, ni horreur. Juste du vide. Il est tombé par terre. Le tapis beige a commencé à s'imbiber de rouge sombre. L'odeur d'encens s'est mélangée à l'odeur du sang. Au loin, la congrégation continuait à chanter. « Amazing Grace, how sweet the sound ». J'ai laissé tomber le couteau. Il est tombé à côté de son corps, avec un son métallique étouffé. Je me suis assise sur la chaise devant le bureau, la même chaise où probablement Yao s'était assis tant de fois, terrorisé, attendant le prochain coup.
J'ai attendu. Mes mains étaient couvertes de sang. Mon chemisier était foutu. Il y avait du sang sur mon visage. Je pouvais sentir les gouttes glisser sur ma joue. Mais dans ma tête, une seule pensée. Yao est en sécurité maintenant. Je sais qu'en ce moment, tu dois ressentir beaucoup de choses. Du dégoût, de la peur, peut-être un sentiment de justice. Peut-être même que tu penses que j'ai bien fait. Partage cette histoire parce qu'on doit parler de ce qui se passe quand le système échoue, quand la foi aveugle tue, quand une mère n'a plus d'autres options. La police est arrivée en 8 minutes. Quelqu'un avait entendu le cri du pasteur. Ils avaient appelé les secours. Ils sont entrés avec les armes dégainées, en criant de lever les mains. Je n'ai pas couru, je ne me suis pas cachée, je n'ai pas pleuré, je n'ai pas supplié. J'ai levé mes mains tachées de sang. J'ai regardé l'officier qui est entré le premier, et j'ai dit d'une voix claire « J'ai fait ce que je devais faire ». La scène était quelque chose sorti d'un cauchemar. Le pasteur Jérémy Brou Aka gisait sur le sol de son bureau dans une mare de sang qui s'étendait sur le tapis beige, tachant les billets des offrandes qui étaient détombés du bureau. Son costume noir trempé de rouge sombre, ses yeux ouverts mais sans vie, regardant le plafond où il y avait un crucifix en bois. Moi j'étais assise sur la chaise, les mains levées, du sang jusqu'au coude, mon chemisier bleu foutu, des gouttes de sang séchant sur mon visage. Le lieutenant Quadio a été le premier à entrer. Je m'en souviens parfaitement. Un homme d'environ 40 ans avec une moustache épaisse et des yeux fatigués. Il m'a regardé. Il a regardé le corps. Il a regardé le couteau par terre. Il a baissé son arme lentement. Il m'a demandé « Qu'est-ce qui s'est passé ici ?» J'ai répondu « J'ai tué le pasteur Jérémy Brou Aka. Je l'ai poignardé 7 fois. Cet homme torturait mon fils. Cet homme torturait des enfants au nom de Dieu. » D'autres officiers sont entrés. L'un d'eux a vomi en voyant le corps. Les ambulanciers sont arrivés, mais il n'y avait rien à faire. Le pasteur était mort. Probablement au 3e ou 4e coup, quand le couteau a perforé son cœur. On m'a passé les menottes. Les menottes en métal froid se refermant autour de mes poignets tachés de sang. On m'a lu mes droits. J'avais le droit de garder le silence. Tout ce que je dirais pourrait être utilisé contre moi. J'avais le droit à un avocat. Je leur ai dit que je n'avais pas besoin d'avocat, que j'avouais tout, que je l'avais prémédité, que je savais exactement ce que je faisais. On m'a sorti de l'église. Dehors, la congrégation entière était rassemblée sur le parking. 300 personnes me regardant avec horreur, avec haine, avec incrédulité. Ma mère était là avec Yao accrochée à sa jambe. Yao m'a vue couverte de sang, avec des menottes, en train d'être mise dans la voiture de police. Nos regards se sont croisés une seconde. J'ai vu de la peur dans ses yeux, mais j'ai aussi vu autre chose. Quelque chose qui aurait pu être du soulagement. Les caméras de la presse arrivaient déjà. Quelqu'un avait prévenu les médias. Les flashs ont commencé à crépiter. « Adjoua! Adjoua! Pourquoi tu l'as fait? Pourquoi tu as tué le pasteur ?» Je n'ai pas répondu. J'ai baissé la tête. On m'a mise dans la voiture de police. Le lieutenant Quadio s'est assis à côté de moi pendant qu'on roulait vers le commissariat. Il m'a demandé « C'est vrai ce que tu as dit? Cet homme faisait du mal à ton fils ?» Je lui ai dit « Oui. Pendant 8 mois. J'ai des photos. J'ai les cicatrices. J'ai tout. » Il a hoché la tête. Il n'a rien dit de plus pendant le reste du trajet. Au commissariat, on m'a pris les empreintes digitales, des photos, la photo d'identité judiciaire qui est apparue dans tous les journaux le lendemain, mon visage inexpressif, mes yeux vides, une goutte de sang encore visible sur ma joue droite, parce que personne ne m'avait laissé me nettoyer. On m'a mise dans une salle d'interrogatoire. Le même agent qui m'avait reçu le lundi précédent est entré. Celui qui avait dit que les coups ressemblaient à de la discipline éducative. Il ne m'a pas regardé dans les yeux. J'ai tout avoué. Je leur ai raconté chaque détail. Depuis la découverte des blessures de Yao jusqu'à l'achat du couteau,
jusqu'au moment exact où je l'ai enfoncé dans le corps du pasteur. Je n'ai rien omis. Je n'ai menti sur rien. Ils m'ont demandé si je regrettais. Je leur ai dit que non. À 18h le dimanche 23 mars, les médias locaux avaient déjà l'histoire. Une aide-soignante assassine un pasteur respecté à Abidjan. Une femme tue un ministre religieux dans son bureau. Crime brutal dans une église évangélique. Ma mère a donné une interview le soir même. En pleurant devant les caméras, elle a dit « Ma fille est malade, elle est possédée. Le pasteur Jérémie était un saint, un homme de Dieu. Il n'a jamais touché personne. Mon petit-fils est confus. Il ment. Ma fille est une meurtrière. » Pendant ce temps, dans une autre partie du bâtiment, le personnel de la protection de l'enfant interrogeait Yao, une assistante sociale et un psychologue pour enfants. Yao leur a tout raconté. Tout ce qu'il m'avait raconté à moi. Les coups, la ceinture, les phrases, la peur, la saleté qu'il sentait en lui. Et alors quelque chose s'est passé qui allait tout changer. Le lieutenant Quadio est allé à l'église avec un mandat de perquisition. Ils sont entrés dans le bureau du pasteur, maintenant bouclé comme scène de crime. Ils ont fouillé le bureau, les dossiers, les tiroirs. Dans le tiroir inférieur droit du bureau, sous une pile de sermons imprimés, ils ont trouvé un cahier. Un cahier avec une couverture en cuir noir aux coins usés. C'était un registre. Le pasteur Jérémie tenait un registre méticuleux de sa discipline spirituelle. Nom d'enfant, date, nombre de coups, raison de la discipline. 12 enfants au total. Yao était le numéro 7 sur la liste. Yao Kwame Kwasi, 7 ans. Début, 13 juillet 2013. Raison, esprit rebelle. Nécessite purification. Séance 1, 8 coups d'eau. Séance 2, 10 coups d'eau et fesses. Le registre continuait. Page après page de torture systématique, documentée de la propre écriture du pasteur. Comme si c'était quelque chose dont être fier, comme si c'était un projet académique. Ils ont aussi trouvé la ceinture rangée dans un petit placard derrière le bureau. Une ceinture en cuir noir avec une boucle en métal lourde. Elle avait des taches sombres que les analyses médico-légales ont confirmées plus tard comme étant du sang. Du sang de plusieurs sources, de plusieurs enfants. Et ils ont trouvé des photos. Des photos Polaroid d'enfants, avec leur dos exposé, montrant les marques des coups. Ce n'étaient non pas des photos sexuelles, Dieu merci. C'étaient des photos que le pasteur prenait apparemment comme preuve de son travail de purification, comme des trophées de son sadisme. Ces preuves ont tout changé. Le lundi matin, d'autres parents de la congrégation ont commencé à parler. Une mère est allée à la protection de l'enfant. Elle a dit que son fils de 9 ans faisait des cauchemars, qu'il avait perdu du poids, qu'il refusait de parler des séances avec le pasteur. Ils l'ont examiné. Ils ont trouvé des cicatrices. Un autre père. Une autre mère. Le mardi, 7 familles avaient porté plainte. Leurs enfants avaient été torturés par le pasteur Jérémie pendant des mois, certains pendant plus d'1 an. Les médias ont changé le ton de leur couverture. Le pasteur respecté était en fait un tortionnaire d'enfants. Des preuves de violence systématique contre des mineurs découvertes. Une aide-soignante tue l'homme qui torturait son fils. Mais à ce moment-là, moi j'étais déjà en détention provisoire, dans une cellule de 2 mètres sur 3 au commissariat central. Le sol en ciment froid, les murs tachés, l'odeur pénétrante d'urine et de sueur de décennies de prisonniers avant moi. Il y avait une tinette dans le coin sans intimité, un lit de camp en métal avec un matelas fin qui sentait la moisissure. La nuit, des cris d'hommes ivres, de femmes qui pleuraient, de quelqu'un qui demandait de l'aide médicale encore et encore sans que personne ne lui prête attention. Je n'ai pas dormi pendant les premières 72 heures. Je ne pouvais pas. Chaque fois que je fermais les yeux, je voyais le sang. Pas le sang du pasteur, ça ne me dérangeait pas. Je voyais le sang de Yao dans le lavabo blanc de la salle de bain. Je voyais ses coupures qu'il s'était faites lui-même,
Je voyais les cicatrices sur son dos. Un psychiatre légiste est venu m'évaluer le mardi. Il m'a posé des questions. Est-ce que j'entendais des voix? Non. Est-ce que j'avais des hallucinations? Non. Est-ce que je comprenais que ce que j'avais fait était mal? Je lui ai dit que je comprenais que c'était illégal, mais que ce n'était pas mal. Il m'a regardé avec ses yeux cliniques. Il a écrit quelque chose dans son carnet. État de stress aigu, pas de signe de psychose, pas de remords apparents. Le mercredi, un avocat commis d'office est venu. Un homme jeune, peut-être 30 ans, avec un costume bon marché et une cravate mal nouée. Il s'est assis en face de moi dans la salle des visites, séparée par une table en métal. Il m'a dit son nom, mais je ne m'en souviens pas. Il m'a dit « Madame Kwasi, je comprends votre situation. Je comprends pourquoi vous avez fait ce que vous avez fait. Mais c'est un homicide qualifié avec préméditation, traîtrise et supériorité. Les preuves sont accablantes. Vous avez avoué, il y a des témoins, il y a des preuves matérielles. Vous risquez la réclusion à perpétuité. » Je lui ai demandé combien de temps c'était, la perpétuité en Côte d'Ivoire. Il m'a dit 30 ans sans possibilité de réduction de peine. J'avais 29 ans. 30 ans signifiait que je sortirais à 59, si je vivais jusque-là. Je lui ai demandé si ça importait que cet homme ait torturé mon fils. Il m'a dit « Ça compte pour le jury, pour l'opinion publique. » Mais légalement, madame, vous avez tué un homme. Vous l'avez prémédité, vous avez acheté un couteau, vous êtes allé le chercher. C'est un homicide qualifié, peu importe les circonstances atténuantes. Je peux plaider l'émotion violente, je peux plaider la défense d'autrui, mais avec un aveu complet et une préméditation documentée, je ne peux pas faire grand-chose. Je lui ai dit que je comprenais, qu'il fasse de son mieux. Le jeudi, les journaux ont publié ma photo d'identité judiciaire en première page. La meurtrière du pasteur. Adjoa Mariam Kwasi, 29 ans, aide-soignante. À côté, une photo du pasteur Jérémie de son vivant, souriant avec sa Bible, dans son costume impeccable. En dessous, pasteur Jérémie Brou Aka, assassiné brutalement. La congrégation a organisé une veillée. 200 personnes avec des bougies sur le parking de l'église, chantant des cantiques, pleurant leur pasteur disparu. Certains portèrent des pancartes. Justice pour le pasteur Jérémie. Adjoa Kwasi est une meurtrière possédée par le démon. Mais il y en a eu d'autres, moins nombreux mais plus bruyants, qui ont organisé une contre-manifestation. Des parents des victimes du pasteur. Ils portèrent des pancartes aussi. Adjoa a protégé son fils. Le vrai monstre, c'était le pasteur. Justice pour les enfants torturés. La Côte d'Ivoire s'est divisée. Les réseaux sociaux ont explosé. Certains m'appelaient meurtrière, malade mentale, justicière dangereuse. D'autres m'appelaient héroïne, mère courageuse, défenseuse des enfants. Mais quand la vérité sur les autres enfants est sortie, quand on a montré les photos du cahier du pasteur, quand on a interviewé les autres enfants victimes, quand les experts ont confirmé que les cicatrices de Yao étaient cohérentes avec une torture systématique, le récit a commencé à changer. Le procès a commencé formellement en avril 2014 et s'est étendu pendant 19 mois interminables. 19 mois que j'ai vécu à la MACA, la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, en détention provisoire, attendant qu'un juge décide combien d'années je passerai enfermée pour avoir tué l'homme qui avait torturé mon fils. La MACA était différente du commissariat. Plus grande, plus organisée, mais tout aussi froide. Les cellules faisaient 4 mètres sur 3, partagées avec 3 autres femmes. Je partageais avec une femme de 50 ans qui était là pour escroquerie, une fille de 22 ans qui avait tué son mari violent, et une dame âgée qui vendait de la drogue pour nourrir ses petits-enfants. La routine était stricte. Réveil à 6 heures du matin au son d'un sifflet qui résonnait dans tout le bloc. Appel dans la cour. Petit déjeuner à 7 heures. Du riz à l'eau, du pain dur, du café qui avait le goût d'eau sale. Travail obligatoire de 8 heures à 14 heures. J'ai été affectée à l'atelier de couture, où on faisait des uniformes scolaires pour 500 francs CFA de l'heure. Déjeuner à 14h30. Temps libre jusqu'à 18h. Dîner.
Enfermement à 20h pile avec le son métallique des grilles qui se ferment, un son auquel on ne s'habitue jamais, qui chaque nuit te rappelle que tu n'es pas libre. Pendant que moi j'étais là-dedans, dehors, l'affaire explosait dans les médias. La révélation du cahier du pasteur Jérémie a été ce qui a tout changé. Quand les médias ont publié des extraits de ce registre macabre, quand ils ont montré que ce n'était pas seulement Yao, qu'il y avait eu 12 enfants au total, des enfants entre 6 et 11 ans, tous systématiquement torturés pendant des mois, certains pendant plus d'1 an. L'opinion publique s'est violemment divisée. Les parents des autres enfants ont commencé à parler publiquement. Je me souviens d'avoir vu les interviews sur la télé commune de la prison. Une mère en pleurs devant les caméras, disant que son fils de 9 ans avait tenté de se suicider 2 fois, qu'il faisait des cauchemars toutes les nuits, qu'il avait arrêté de parler pendant des mois. Un autre père montrant des photos du dos de son fils, des cicatrices identiques à celles de Yao. Une fille de 11 ans, la seule fille parmi les victimes, témoignant que le pasteur lui avait dit que les filles étaient particulièrement pécheresses, qu'elles avaient besoin de plus de discipline que les garçons. La congrégation de l'Église du Réveil, la Rédemption en Christ, s'est fracturée. Environ 60% des fidèles continuaient à défendre le pasteur, disant que les accusations étaient des mensonges du démon, que les enfants étaient confus, que leurs parents les manipulaient. Ils organisèrent des marches dans le centre d'Abidjan avec des pancartes qui disaient « Le pasteur Jérémie était un saint » et « Adjoa Kouassi brûlera en enfer ». Mais les autres 40%, surtout les parents des victimes et certains membres qui avaient commencé à remettre en question des choses, ont formé un groupe de soutien. Il s'appelait « Famille pour la vérité ». Ils organisaient des veillées devant le tribunal chaque fois qu'il y avait une audience. Ils portèrent des photos des enfants victimes. Ils criaient des slogans « Justice pour les enfants » et « Adjoa à protéger son fils ». En juin 2014, la docteure Aminata Touré, une psychologue légiste reconnue venue de Dakar, a été assignée pour évaluer Yao. Elle est venue à Abidjan. Elle a passé 5 séances avec mon fils, chacune de 2 heures. Elle l'a évalué en salle d'observation, cette pièce spéciale avec un miroir sans teint, où les experts peuvent observer sans que l'enfant se sente sous pression. Troubles de stress post-traumatique sévères. Yao présentait tous les symptômes classiques. Cauchemars récurrents, flashbacks, évitement de tout ce qui lui rappelait le pasteur ou l'église, hypervigilance, réponses de sursaut exagérées, pensées intrusives, culpabilité du survivant. L'évaluation physique a documenté 23 cicatrices. 23 marques permanentes sur le corps de mon fils de 8 ans. Certaines mettaient des lignes fines, roses, déjà cicatrisées. D'autres étaient plus épaisses, plus sombres, des cicatrices hypertrophiques qui ne disparaîtraient probablement jamais complètement. Toutes cohérentes avec des coups répétés avec un objet linéaire comme une ceinture en cuir. La vidéo de son témoignage en salle d'observation a été présentée comme preuve au procès. Je l'ai vue pour la première fois à l'audience d'août 2014. Yo assis sur une petite chaise avec une poupée anatomique dans les mains, expliquant où le pasteur le frappait. Sa voix était petite, presque inaudible. La docteure Touré devait lui demander de parler plus fort. Yao montrait le dos de la poupée, les fesses, les cuisses. Il expliquait que le pasteur lui disait d'enlever sa chemise, de se pencher sur le bureau, de ne pas crier parce que crier c'était pour les filles. Voir cette vidéo, c'était comme si on m'arrachait encore le cœur. Tout le monde dans la salle du tribunal l'a vu. Le juge, les avocats, les journalistes, ma mère qui était là assise du côté de l'accusation. En pleurs, mais niant toujours, disant toujours que Yao était confus. Ma défense, dirigée par un avocat que j'avais finalement obtenu grâce à une organisation de droits de l'homme, plaidait l'homicide en état d'émotion violente. Il disait que j'avais agi sous un stress émotionnel extrême, que n'importe quelle mère dans ma situation aurait fait la même chose, que découvrir que ton fils était torturé était suffisant pour provoquer une réaction violente temporaire. L'accusation plaidait l'homicide qualifié prémédité avec traîtrise et supériorité. Il disait que j'avais planifié le meurtre des jours à l'avance, que j'avais acheté une arme spécifiquement dans ce but,
que j'avais attendu le moment parfait quand le pasteur était seul et désarmé, que je l'avais poignardé 7 fois, bien plus que nécessaire pour causer la mort. Le procès formel a commencé en mars 2015, 1 an après le crime. Il s'est tenu au tribunal de première instance d'Abidjan. Une salle froide avec des lumières brunes fluorescentes qui bourdonnaient constamment, des bancs en bois pour les spectateurs, cette odeur particulière de vieux papier et de peur qu'ont tous les tribunaux. Il y a eu des moments clés que je n'oublierai jamais. Le premier a été le témoignage de Yao. Il avait 9 ans à ce moment-là. On l'a amené avec une assistante sociale. Il portait une chemise bleue à boutons et un pantalon noir, trop formel pour un enfant de son âge. Il avait l'air plus petit qu'il n'était, fragile, effrayé. On l'a assis à la barre. Le juge lui a expliqué qu'il devait dire la vérité, rien que la vérité. Il lui a demandé s'il comprenait. Yao a hoché la tête. Mon avocat lui a demandé ce qui s'était passé avec le pasteur Jérémie. Yao a regardé vers le sol, puis il m'a regardé moi. J'étais assise à la table de la défense, avec mon uniforme de prison beige, avec des menottes qu'on m'avait enlevées juste pour le procès. Je lui ai souri. J'ai essayé de lui transmettre que tout allait bien, qu'il pouvait parler. Yao a dit d'une voix tremblante. Le pasteur me frappait. Il me frappait avec sa ceinture parce qu'il disait que j'avais des démons. Ça faisait très mal. Je l'ai dit à ma maman. Ma maman m'a sauvée. Ces mots. Ma maman m'a sauvée. J'ai dû me mordre l'intérieur de la joue pour ne pas pleurer sur place. L'accusation l'a interrogé. Ils lui ont demandé si je lui avais dit de mentir. Yao a dit que non. Ils lui ont demandé s'il était sûr que le pasteur l'avait frappé ou s'il confondait peut-être les choses. Yao s'est mis en colère, quelque chose de rare chez lui. Il a élevé la voix et a dit « Je ne suis pas confus, il me frappait. Regarde. » Il a soulevé sa chemise là, à la barre, montrant son dos avec les cicatrices à tout le monde dans la salle. Il y a eu un murmure collectif. Certains fidèles du pasteur qui étaient présents ont murmuré d'indignation. Mais j'ai entendu aussi autre chose. Des sanglots des parents des autres victimes. Et un applaudissement. Quelqu'un a applaudi, puis un autre, jusqu'à ce que plusieurs parents applaudissent mon fils pour son courage. Le juge a frappé son marteau, demandé le silence dans la salle. Le deuxième moment clé a été le témoignage de ma mère, Awa Konaté. Elle a témoigné pour l'accusation. Ils l'ont appelée comme témoin de moralité pour parler de moi. Elle est montée à la barre, habillée entièrement en noir, comme si elle était en deuil. Je suppose qu'elle l'était. En deuil pour le pasteur, pour la fille qu'elle pensait connaître, pour la foi qui s'était brisée. Le procureur lui a demandé comment j'étais avant le crime. Ma mère a dit, en me regardant directement avec des yeux pleins de déception, « Adjoa était une bonne fille, travailleuse, dévouée à son fils. Mais elle a toujours été têtue. Elle questionnait toujours l'autorité. » Quand je lui ai dit de faire confiance au pasteur Jérémie, quand je lui ai dit que c'était un homme de Dieu, elle ne m'a pas écouté. Elle a permis aux démons d'entrer dans son cœur. Le procureur lui a demandé si elle croyait que le pasteur avait fait du mal à Yao. Ma mère a secoué la tête, les larmes coulant sur ses joues ridées. Le pasteur Jérémie était un saint. Il essayait de sauver mon petit-fils. Adjoa a mal interprété la discipline comme de la violence. Ma fille est une meurtrière. Elle a tué un homme de Dieu. Elle brûlera en enfer pour ça. Entendre ta propre mère dire ça devant un tribunal plein de gens, devant les caméras de télévision qui diffusaient en direct, c'est quelque chose qui te change pour toujours. Quelque chose s'est brisé entre nous ce jour-là. Quelque chose qui ne se réparerait jamais. Le troisième moment a été le témoignage du lieutenant Quadio. Il avait été le premier officier à arriver sur la scène du crime. Il a témoigné sur l'état dans lequel il m'avait trouvée, assise calmement à côté du corps du pasteur, les mains tachées de sang, sans essayer de fuir, sans essayer de nettoyer les preuves. Le procureur lui a demandé ce que je lui avais dit quand on m'avait arrêté. Le lieutenant a lu son rapport. L'accusé a dit, et je cite textuellement, « J'ai fait ce que je devais faire ». Quand on lui a demandé si elle regrettait,
Elle a répondu « Non. Cet homme torturait mon fils. Cet homme torturait des enfants au nom de Dieu. » Le procureur a souligné « Pas de remords. » Même immédiatement après l'acte, elle n'a montré aucun regret. Le lieutenant a ajouté quelque chose qui n'était pas dans son rapport. Il a regardé le juge et a dit « Avec tout le respect que je vous dois, Monsieur le Président, quand on a fouillé le bureau du pasteur et qu'on a trouvé ce cahier, quand j'ai vu ce que cet homme avait fait à 12 enfants pendant des mois, j'ai compris pourquoi Madame Kouassi a fait ce qu'elle a fait. Je ne justifie pas l'homicide, mais je l'ai compris. » Le procureur a objecté. Le juge a maintenu l'objection. Mais les mots avaient été dits, le jury les avait entendus. Le quatrième moment a été la psychiatre légiste qui m'avait évaluée, la docteure Mensa, une femme d'environ 60 ans avec des lunettes épaisses et une expression en permanence sérieuse. Elle avait passé 6 séances avec moi en prison à évaluer mon état mental. Elle a témoigné que je ne présentais aucun trouble mental au moment du crime. Je n'avais pas de psychose, pas de schizophrénie, aucune condition qui m'empêcherait de comprendre la nature et les conséquences de mes actes. Elle a dit « Madame Kouassi savait exactement ce qu'elle faisait. Elle a planifié l'homicide, elle l'a exécuté, et elle accepte complètement la responsabilité. Elle ne montre pas de remords parce qu'elle croit sincèrement qu'elle a bien fait. » Mon avocat lui a posé des questions sur l'état de stress émotionnel. Elle a admis que j'avais été sous un stress extrême en découvrant l'abus de mon fils, que n'importe quelle mère le serait. Mais elle a dit qu'une semaine s'était écoulée entre la découverte et le crime, que j'avais eu le temps de me calmer, de réfléchir, de choisir une autre voie. Les plaidoiries finales ont eu lieu en octobre 2015. Mon avocat a plaidé avec passion. Il a parlé de l'échec du système, de comment j'avais essayé de faire les choses correctement, de comment j'étais allée au commissariat et on m'avait ignoré, de comment la police n'avait rien fait, de comment pendant ce temps mon fils continuait à être torturé. Il a parlé du droit d'une mère à protéger son fils quand toutes les autres options ont échoué. Le procureur a argumenté qu'on vit dans une société de loi, que personne n'a le droit de prendre la justice en ses propres mains, que peu importe les circonstances, un meurtre prémédité reste un meurtre, que j'avais eu des options. J'aurais pu retirer Yao de l'église, j'aurais pu aller dans une autre région, j'aurais pu attendre plus longtemps le système. J'ai choisi la violence quand ce n'était pas la seule option. Le verdict est tombé le 15 novembre 2015. La salle du tribunal était complètement pleine. Les fidèles du pasteur d'un côté, les familles des victimes de l'autre, des journalistes avec des caméras. Ma mère au premier rang récitant le chapelet. Yao n'était pas présent. Il était trop jeune. Mais je savais qu'il était dehors avec ma belle-sœur Mariam, la sœur de Conan, qui avait obtenu sa garde temporaire. Le juge est entré. Tout le monde s'est levé. On s'est assis quand il l'a indiqué. Il avait un long document dans les mains, probablement 50 pages. Il a commencé à lire. Il a parlé des preuves, de mon aveu complet, du témoignage des témoins, des évaluations psychologiques, de la préméditation indéniable, de l'achat du couteau, de la planification. Puis il a parlé des circonstances atténuantes, de l'abus prouvé de Yao, de l'échec du système à le protéger, des 11 autres enfants qui avaient aussi été victimes, du manque d'action des autorités quand j'avais signalé l'abus. Il a dit « Ce tribunal reconnaît l'horreur que l'accusé a découverte. Il reconnaît l'échec des institutions à protéger son fils. Il reconnaît que la victime, le pasteur Jérémy Brouaka, a commis des actes atroces contre des mineurs. Cependant, ce mot, cependant, le système juridique existe pour rendre la justice. Quand les citoyens prennent la loi en leurs propres mains, quand ils décident unilatéralement qui mérite de vivre ou de mourir, le tissu même de notre société se déchire. L'accusée avait des options. Elle aurait pu retirer son fils de la situation. Elle aurait pu chercher de l'aide dans d'autres juridictions. Elle aurait pu attendre que le système fonctionne, aussi lent soit-il. Au lieu de cela, elle a choisi le meurtre prémédité. Le marteau a résonné comme un coup de tonnerre.
Par conséquent, ce tribunal déclare Adjoua Mariam Kouassi coupable d'homicide qualifié au premier degré, avec les circonstances aggravantes de préméditation, traîtrise et supériorité. Il y a eu des cris, certains de joie des fidèles du pasteur, certains d'horreur des familles des victimes. Le juge a levé la main demandant le silence. La sentence de ce tribunal est la réclusion criminelle à perpétuité, équivalent à 30 ans de prison sans possibilité de réduction de peine. 30 ans. J'avais 30 ans. Je sortirais à 60 ans si je vivais jusque-là. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Je n'ai montré aucune émotion. J'ai simplement regardé le juge et j'ai hoché la tête. Je savais que ça viendrait. Je le savais depuis le moment où j'avais enfoncé le couteau dans la poitrine du pasteur Jérémie. On m'a de nouveau passé les menottes. On m'a emmené hors de la salle du tribunal. En sortant, j'ai cherché du regard ma mère. Elle me regardait, le chapelet serré entre ses mains, les larmes coulant sur ses joues. Nos regards se sont croisés une seconde. J'espérais voir quelque chose. Je ne sais pas quoi. Du pardon, de la compréhension, de l'amour malgré tout. Mais je n'ai vu que de la déception et de la tristesse. Elle a détourné le regard. C'était la dernière fois. Le 16 novembre 2015 à 10h32 du matin, on m'a permis de dire au revoir à Yao avant mon transfert à la Maka, où je purgerai ma peine. On nous a donné 15 minutes dans une petite salle de visite. Yao est entré accompagné de ma belle-sœur Mariam. Il avait 9 ans et demi. Il avait grandi pendant les mois où je ne l'avais pas vu en dehors du tribunal. Il était plus grand, plus mince. Son visage avait perdu cette rondeur enfantine. Il a couru vers moi. Je l'ai serré dans mes bras aussi fort que j'ai pu. Il a pleuré contre ma poitrine, mouillant l'uniforme beige de la prison avec ses larmes. Moi non plus, je n'ai pas pu retenir mes larmes cette fois. Pas quand je disais au revoir à mon fils, probablement pour des années. Je lui ai dit « Yao, écoute-moi. Écoute-moi bien. Ce que j'ai fait, je l'ai fait parce que je t'aime, parce que tu es la chose la plus importante dans ma vie. Et je le referai 1000 fois si ça signifie que tu es en sécurité. » Il a hoché la tête entre deux sanglots. Il m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. « Je t'aime, maman. Merci de m'avoir sauvée. Ne pleure pas pour moi. Je vais bien aller. Tata Mariam s'occupe de moi. Je vais à l'école. Je vais chez le psychologue. Je vais aller mieux. Et je viendrai te voir. Je te le promets. » Mariam m'a regardée depuis la porte. Elle était la petite sœur de Conan, une femme de 35 ans qui n'avait jamais eu d'enfant. Elle m'a dit « Je m'occuperai de lui comme s'il était le mien. Je te le promets, Adjoua. » Je l'ai remerciée. Je lui ai demandé de l'emmener chez le psychologue, s'il te plaît, de le garder loin des églises, s'il te plaît, de lui rappeler tous les jours que sa maman l'aimait. Les 15 minutes se sont terminées trop vite. Ils ont dû nous séparer physiquement. Yao criait « Maman !» pendant que Mariam l'emmenait hors de la salle. Moi, je suis restée là, menottée, regardant comment on l'emmenait. Je suis arrivée à la Maka à 30 ans, sachant que je mourrais probablement ici. Mais je ne regrette pas. La Maka est une forteresse grise dans le nord d'Abidjan. C'est l'un des plus grands centres de détention féminine du pays, avec une capacité de 1000 détenus, bien qu'il soit toujours surpeuplé. Quand je suis arrivée en décembre 2015, il y avait environ 2000 femmes là-dedans. On m'a affectée au bloc C, cellule 47. C'est une cellule de 3 mètres sur 4 que je partage avec une autre femme. Ma compagne s'appelle Fanta, mais tout le monde l'appelle Tanti Fanta pour sa peau claire et ses cheveux décolorés. Elle a 50 ans. Elle est ici pour trafic de cocaïne. Elle transportait de la drogue du port d'Abidjan vers l'Europe. Elle est là depuis 13 ans. Il lui en reste encore 7. Tanti Fanta m'a expliqué les règles non écrites dès le premier jour. Elle m'a dit « Ici dedans, il y a une hiérarchie. Celles qui ont tué ou fait du mal à des enfants sont tout en bas. Ce sont des parias. On les frappe. On les humilie. Mais toi tu as tué pour protéger un enfant. Ça te met en haut.
Ici dedans tu es une héroïne, même si dehors on t'appelle meurtrière. » Elle avait raison. Depuis le début, les autres détenues m'ont traité avec respect, certaines même avec admiration. Beaucoup d'entre elles étaient des mères aussi. Elles comprenaient cet instinct féroce de protéger tes enfants, cette limite qu'on franchit quand quelqu'un leur fait du mal. La routine à la Maca est stricte et ne change jamais. Réveil à 6 heures pile au son du sifflet. Appel dans la cour où les gardiennes nous comptent, nous fouillent. Petit déjeuner à 7 heures. Du riz qui est toujours à l'eau, du pain qui est toujours dur, du café qui a le goût d'eau sale avec un peu de sucre brûlé. De 8 heures à 14 heures, travail à l'atelier de couture. On fait des uniformes scolaires, des blouses d'hôpital, des nappes pour restaurant. On nous paie 500 francs CFA par jour, environ 75 centimes d'euros. De ces 500 francs, la moitié va automatiquement sur ton compte d'épargne obligatoire que tu récupères quand tu sors. Les autres 250, tu peux les dépenser à la petite boutique de la prison. Du savon, du shampoing, du dentifrice, des biscuits, des sodas. Déjeuner à 14h30. Généralement du riz avec quelque chose, du poulet quand il y a du budget, plus de haricots. De l'eau de bissap ou de gingembre tellement diluée qu'elle a à peine du goût. De 15h à 18h, c'est le temps libre. Certaines détenues vont dans la cour, s'assoient sous le soleil rare qui entre les hauts murs. D'autres vont à la bibliothèque, une petite pièce avec peut-être 500 vieux livres abîmés. Moi, je vais en cours. La Maca offre des programmes éducatifs. J'ai fini mon baccalauréat ici, en prenant des cours 3 fois par semaine avec une professeure qui vient de l'extérieur. Puis j'ai commencé une licence en travail social par un programme d'enseignement à distance. J'étudie parce que c'est la seule façon de garder mon esprit actif, de ne pas devenir folle à penser aux années qu'il me reste. Dîner à 18h. Plus de riz, plus de pain, parfois de la soupe de légumes. Enfermement à 20h pile. C'est le moment le plus difficile de la journée. Le son métallique des grilles qui se ferment résonne dans tout le bloc. C'est le son de ta liberté qui se termine encore une fois chaque soir, te rappelant que tu ne décides pas quand tu entres ou sors de ton propre logement. Dans la cellule 47, Tanti Fanta et moi avons nos espaces. Elle a le lit du bas, moi, celui du haut. On a une petite étagère où on range nos affaires. Des vêtements, des livres, des photos. J'ai une photo de Yao quand il avait 7 ans, avant qu'il connaisse le pasteur. Souriant avec Rex le brave dans les mains. C'est la photo que je regarde chaque soir avant de m'endormir. L'odeur à la Maca ne change jamais. C'est un mélange de chlore industriel qu'ils utilisent pour nettoyer les sols, d'humidité permanente qui s'infiltre par les murs de ciment, et de sueur de 2000 femmes vivant dans des espaces trop petits. C'est une odeur qui s'infiltre dans tes vêtements, dans tes cheveux, dans ta peau. Quand tu sortiras, si tu sors, cette odeur restera avec toi pour toujours. Les sons non plus ne changent pas. Le métallique des grilles, les cris des gardiennes donnant des ordres, les conversations de centaines de femmes parlant en même temps, les pleurs nocturnes de quelqu'une qui manque à ses enfants, les bagarres occasionnelles qui finissent avec des coups et des cris. Le froid du ciment sous tes pieds nus le matin. La chaleur suffocante de la saison chaude quand il n'y a pas de ventilateur et que l'air ne circule pas. Quand on dort avec les petites fenêtres ouvertes, mais pas une brise n'entre. Quand tu transpires toute la nuit et tu te réveilles trempé. Le goût amer du café à l'eau de chaque matin. J'ai changé en ces 9 ans. Mes cheveux ont maintenant 50% de cheveux blancs. Ils ont commencé à apparaître la 2e année. Gris et blanc mélangés avec le noir. Maintenant, j'ai plus de cheveux blancs que de cheveux noirs. J'ai 38 ans, mais j'en parais 50. J'ai une cicatrice au sourcil gauche. Je me la suis faite dans une bagarre en 2017. Une nouvelle détenue qui avait tué son bébé nouveau-né m'a craché dessus au réfectoire. Elle m'a crié qui j'étais pour la juger. Je lui ai cassé le nez. Elle m'a coupé le sourcil avec quelque chose de tranchant avant que les gardiennes nous séparent. J'ai eu une semaine d'isolement pour cette bagarre, mais l'autre femme a eu une pire punition. Et après ça,
Plus personne ne m'a manqué de respect. J'ai perdu 15 kilos. Je pèse 52 kilos maintenant, moins que ce que je pesais à 20 ans. La nourriture ici est peu et mauvaise, et le stress constant de la vie en prison te consume. Mais j'ai aussi développé des muscles que je n'avais pas avant. Je fais de l'exercice tous les matins dans la cour. Des pompes, des abdos, des squats. C'est ma façon de rester forte, de me rappeler que je suis toujours vivante. Mon regard a changé aussi. Je le vois quand je me regarde dans le petit miroir en métal qu'on a dans la cellule. Je n'ai plus ces yeux doux de mère travailleuse que j'avais avant. Maintenant, mes yeux sont durs, vigilants, toujours en alerte. Ici dedans, tu ne peux pas te permettre d'être douce. La douceur est interprétée comme de la faiblesse, et la faiblesse te détruit. Je communique avec Yao par des lettres. J'écris une lettre chaque mois sans faute. En 9 ans, j'ai écrit 108 lettres. Je les écris pendant le temps libre, assise dans la cour ou à la bibliothèque, sur des feuilles de cahier bon marché que j'achète à la boutique. Je lui raconte ma vie ici, mais je censure les parties les plus dures. Je lui parle des cours que je prends, des livres que je lis, de Tanti Fanta et ses histoires interminables sur le trafic de drogue. Je ne lui parle pas des bagarres, des gardiennes corrompues, des nuits où la peur te paralyse, parce que tu entends qu'il y a une fouille, et tu ne sais pas ce qu'ils vont trouver ou qui ils vont punir. Yao m'écrit aussi. Au début, ses lettres étaient courtes, avec la calligraphie irrégulière d'un enfant de 9 ans. Bonjour maman, tu me manques. L'école, ça va. Tata Mariam est gentille avec moi. Je t'aime. Mais avec les années, ses lettres sont devenues plus longues, plus élaborées. Maintenant, il a 19 ans et ses lettres font 2 ou 3 pages, me racontant ses études, ses pensées, ses rêves. Il me rend visite 4 fois par an. Les visites, c'est le dimanche de 10h à 15h. 5 heures pendant lesquelles on s'assoit dans la cour des visites, sur des bancs en ciment, entourés d'autres détenus avec leurs familles, avec des gardiennes qui surveillent, avec le bruit constant de conversations superposées. La dernière visite, c'était en janvier 2025. Yao est arrivé avec Mariam comme toujours. Il a 19 ans maintenant. C'est un jeune homme, plus mon petit garçon. Il mesure presque 1,75 m, plus grand que son père. Il a les cheveux noirs comme moi, les yeux sombres et profonds qu'il a toujours eus. Mais il y a quelque chose de différent dans ses yeux maintenant. Ils ne sont plus vides comme quand il avait 8 ans. Ils ont de la lumière. Ils ont un but. Il m'a raconté qu'il étudie la psychologie à l'université Félix Houphouët-Boigny, à Abidjan, qu'il veut se spécialiser en traumatisme infantile, aider les enfants qui sont passés par ce qu'il a vécu, qu'il continue à aller chez le psychologue chaque semaine, qu'il va beaucoup mieux, que les cauchemars sont moins fréquents maintenant, qu'il peut parler du pasteur sans paniquer. Il m'a dit quelque chose qui m'a rempli d'une fierté que je ne peux pas décrire. Il m'a dit « Maman, je vais dédier ma vie à aider les enfants que personne d'autre n'aide. Je vais être la voix de ceux qui n'ont pas de voix, comme tu as été ma voix quand je ne pouvais pas parler. » Il m'a aussi posé une question qui me fait constamment réfléchir. Il m'a demandé « Maman, si tu pouvais revenir en arrière, tu ferais différemment ?» Je lui ai dit la vérité. Oui, je ferais différemment. Je l'aurais fait plus tôt. J'aurais dû le tuer bien avant qu'il te fasse autant de mal. Yao a ri. C'était étrange de l'entendre rire de quelque chose comme ça, mais c'était un rire amer de compréhension. Il m'a dit « Je savais que tu dirais ça. » J'ai formé un groupe de soutien ici dedans qu'on appelle les mères protectrices. On est 8 femmes. On est toutes ici pour avoir tué ou gravement blessé quelqu'un qui menaçait nos enfants. Il y a une femme qui a tué le copain qui battait sa fille. Une autre qui a mis le feu à la maison d'un homme qui avait violé son fils. Une autre qui a empoisonné son ex-mari qui essayait d'enlever ses enfants. On se réunit chaque vendredi à la bibliothèque. On parle, on partage nos histoires, on se soutient mutuellement. Aucune de nous ne regrette ce qu'elle a fait. On porte toutes de longues peines. On mourra probablement toutes ici dedans. Mais on a toutes cette même paix de savoir que nos enfants sont en sécurité.
Les nouvelles de l'extérieur arrivent lentement ici dedans, filtrées par les visites, par les vieux journaux que quelqu'un apporte, par les rumeurs qui courent dans les blocs. J'ai appris en 2017 que l'église du Réveil, la Rédemption en Christ, avait fermé. Après le scandale, après que 8 des 12 enfants abusés aient témoigné publiquement à la télévision nationale, montrant leurs cicatrices, racontant leurs histoires, la congrégation s'est désintégrée. Les fidèles ont arrêté de venir. Le bâtiment a été vendu. Maintenant, c'est un magasin de pièces automobiles. J'ai appris qu'il y a un mouvement sur les réseaux sociaux appelé « Justice pour Adjoa ». Il a plus de 50 000 signatures sur une pétition pour réviser ma peine. Des avocats des droits de l'homme ont pris mon cas comme exemple des défaillances du système judiciaire ivoirien. Mais rien n'a changé. Je suis toujours là. 30 ans ne se transforment pas en moins, juste parce que les gens signent des pétitions sur Internet. J'ai appris en 2020 que ma mère était morte. Mariam m'a envoyé une lettre. Ça a été une crise cardiaque, rapide, sans douleur. Elle avait 68 ans. On ne m'a pas invitée à l'enterrement. On ne m'a pas laissé y aller. J'ai pleuré cette nuit-là dans ma cellule. Pas pour la mère qui m'avait abandonnée, pas pour la femme qui m'avait traitée de meurtrière devant tout le monde. Mais pour la mère qu'elle avait été avant tout ça, pour la femme qui m'avait appris à faire le café, qui me soignait quand j'étais malade, qui priait pour moi. Tanti Fanta m'a serré dans ses bras pendant que je pleurais. Elle n'a rien dit, elle m'a juste tenue. Parfois c'est tout ce dont tu as besoin dans cet endroit. Quelqu'un qui te tient pendant que tu te brises. Et alors, en 2023, j'ai appris quelque chose qui m'a détruite d'une manière que même la peine de 30 ans n'avait pas réussi à faire. Un des enfants que le pasteur Jérémie avait torturé s'est suicidé. Il s'appelait Mamadou. Il avait 16 ans. C'était l'une des victimes. Torturé de 6 à 8 ans, avant que ses parents finalement le retirent des cours. Mariam m'a apporté le journal pendant une visite. Elle ne voulait pas me le montrer, mais j'ai insisté. J'ai lu l'article les mains tremblantes. Mamadou s'était pendu dans sa chambre. Il avait laissé un mot. Le mot disait « Je n'ai pas pu faire sortir ce qui est sale que le pasteur a mis en moi. J'ai essayé pendant 8 ans. Je suis allée chez le psychologue. J'ai pris des médicaments. Mais ce qui est sale est toujours dedans. Ça grandit comme un cancer. Je ne veux pas vivre comme ça. Pardon, maman. Pardon, papa. » J'ai pleuré. J'ai pleuré comme je n'avais pas pleuré depuis qu'on m'avait enfermée. Tanti Fanta m'a trouvée par terre dans la cellule, tenant le journal, sanglotant de façon incontrôlable. Elle m'a mise au lit, elle m'a couverte avec la couverture fine et j'ai pensé « Peut-être que j'aurais dû tuer cet homme beaucoup plus tôt. Peut-être que si je l'avais tué en 2013 au lieu de 2014, Mamadou serait encore vivant. Peut-être que si j'avais agi la première fois que Yao a fait des cauchemars, j'aurais pu sauver plus d'enfants. » Cette culpabilité me ronge certaines nuits. Pas la culpabilité d'avoir tué le pasteur Jérémie. Celle-là, je ne l'ai jamais ressentie. Mais la culpabilité de ne pas l'avoir tué plus tôt. Et maintenant, après 9 ans ici dedans, je te demande, suis-je une meurtrière ou une mère qui a fait ce que le système n'a pas pu faire? Je suis assise dans ma cellule numéro 47 du bloc C, au centre pénitentiaire de la Maka à Abidjan. Il est 21h. Tanti Fanta dort déjà sur le lit du bas, ronflant doucement. Dehors, j'entends les sons habituels de la prison la nuit, des conversations étouffées d'autres cellules, les pas des gardiennes faisant leur ronde, les pleurs lointains de quelqu'une dans un autre bloc. J'ai 38 ans. J'ai passé 9 ans ici. Il me reste encore 21 ans. Je mourrai peut-être dans cette cellule ou dans une autre semblable. Je ne marcherai plus jamais librement dans les rues d'Abidjan. Je ne préparerai plus jamais de café au lait dans ma propre cuisine. Je ne dormirai plus jamais sans le son des grillets qui se ferment. Mais quand je fais le bilan de ma vie, quand je pèse ce que j'ai perdu contre ce que j'ai gagné, l'équation est claire. J'ai perdu ma liberté. J'ai perdu la relation avec ma mère qui est morte sans me pardonner, sans même me rendre visite une seule fois en 9 ans. J'ai perdu ma jeunesse. Ces années de 30 à 40 ans que j'aurais dû passer à voir mon fils grandir, obtenir son diplôme, peut-être se marier, peut-être me donner des petits-enfants. J'ai perdu mon avenir,
tous les plans ou rêves que j'aurais pu avoir pour ma vie, en dehors de ces murs gris. Mais j'ai gagné quelque chose qui n'a pas de prix. J'ai gagné la paix intérieure de savoir que Yao est en sécurité, que l'homme qui l'a torturé est mort et ne pourra plus jamais faire de mal à un autre enfant, que mon fils construit une vie, qu'il étudie, qu'il guérit, qu'il transforme son traumatisme en but. Le système a échoué. C'est la vérité que personne ne veut admettre, mais que tout le monde sait. Je suis allée au commissariat avec des preuves photographiques, des cicatrices de mon fils, et on m'a dit d'attendre 3 mois. Je suis allée à la police, et ils ont parlé au pasteur, mais n'ont rien fait de plus. J'ai demandé de l'aide, et on m'a donné de la bureaucratie. Qu'est-ce que j'étais censée faire? Attendre? Continuer à amener Yao dans ce bureau où il était frappé pendant que le système, lentement, péniblement lent, traitait ma plainte? Combien de coups de plus mon fils devait-il supporter pendant que j'attendais que la justice fonctionne? La foi aveugle tue, c'est ce que j'ai appris. La congrégation de l'Église du Réveil, la rédemption en Christ, adorait le pasteur Jérémie. Il le voyait comme un homme saint, incapable de faire le mal. Quand les enfants montraient dans des signes de traumatisme, quand ils pleuraient, quand ils faisaient des cauchemars, quand leur corps portait des preuves physiques de violence, leurs parents ne voulaient pas voir. C'était plus facile de croire que leurs enfants étaient confus que d'accepter que leur leader spirituel était un monstre. Ma propre mère a choisi de croire en un pasteur qu'elle connaissait depuis 3 ans, plutôt qu'en la fille qu'elle avait élevée pendant 30 ans. Elle a choisi sa foi plutôt que son sang, et elle est morte sans se réconcilier avec moi, sans même se demander si peut-être, juste peut-être, j'avais raison. Les institutions religieuses protègent les leurs. Elles ne veulent pas de scandale. Elles ne veulent pas admettre que les hommes de Dieu peuvent être des démons. Alors elles font taire les victimes, discréditent les accusateurs, font corps autour des bourreaux. Et la justice. La justice légale n'est pas toujours la justice morale. Le juge qui m'a condamné avait raison sur quelque chose. Le système juridique existe pour rendre la justice. Et quand les citoyens prennent la loi en leurs propres mains, la société s'effondre. Je comprends cet argument. Je le respecte même. Mais que se passe-t-il quand le système juridique échoue si spectaculairement qu'il ne reste plus d'autre option? Que se passe-t-il quand tu as épuisé tous les recours légaux et que ton fils continue à être torturé? À ce moment-là, que choisit une mère? J'ai choisi mon fils plutôt que la loi. J'ai choisi sa sécurité plutôt que ma liberté. Et je referai le même choix 1000 fois. Est-ce juste que je passe 30 ans en prison pour avoir protégé mon fils? C'est à chacun de juger. Le tribunal m'a jugé et a décidé que oui, que je méritais la perpétuité. La société s'est divisée. Certains sont d'accord, d'autres non. Mais je te pose une question. Que se serait-il passé si j'avais attendu le système? Le processus d'évaluation psychologique prendrait 3 mois. Puis le processus juridique pour obtenir une ordonnance de restriction, peut-être encore 3 mois. Pendant ce temps, Yao continuerait à aller à ses séances 3 fois par semaine. Ça fait environ 72 séances de plus. 72 occasions de plus pour le pasteur de le frapper, de l'humilier, de le faire se sentir sale. Combien de coups de plus aurait-il supporté? Combien de cicatrices de plus aurait-il gagné? Serait-il arrivé au point de Mamadou, cet enfant qui 8 ans plus tard n'a pas pu supporter davantage et s'est ôté la vie? Et les autres enfants? Si j'avais attendu le système, combien d'enfants de plus auraient été ajoutés à ce cahier macabre du pasteur? Il avait torturé 12 enfants au total pendant 3 ans. Ça fait 4 nouveaux enfants par an. S'il avait vécu encore 5 ans, peut-être 20 enfants de plus. J'ai arrêté ça. J'ai fait que ça s'arrête. 7 coups de couteau et le pasteur Jérémie Brouhaka n'a plus jamais touché un enfant. Je ne te demande pas de me pardonner. Je ne cherche pas l'absolution. Je n'ai pas besoin que tu me dises que j'ai bien fait. Je sais déjà que légalement j'ai fait quelque chose de mal, quelque chose qui mérite punition. Mais je te demande de comprendre qu'il n'y avait pas d'autre issue. Je te demande de te mettre à ma place un instant. Imagine que c'est ton fils.
Imagine que tu découvres que quelqu'un le torture depuis des mois. Imagine que tu vois les cicatrices sur son corps, que tu l'entends pleurer la nuit, que tu le vois se couper lui-même parce qu'il croit qu'il est sale à l'intérieur. Imagine que tu vas aux autorités et qu'on te dit d'attendre, de remplir des formulaires, de continuer à amener ton fils chez le tortionnaire pendant qu'il traite ta plainte lentement, sans urgence, sans vraie préoccupation. Que ferais-tu? Tu attendrais? Tu ferais confiance au système? Ou tu ferais ce qu'il faut pour arrêter la souffrance de ton fils? C'est la question que je te laisse. Ne réponds pas vite. Réfléchis-y. Vraiment. Parce que le monde n'est pas noir et blanc comme on aime le croire. La ligne entre héros et méchants, entre victime et bourreau, entre justice et vengeance, est si fine qu'elle disparaît parfois complètement. Parfois la victime devient bourreau parce que c'est la seule façon d'arrêter le cycle de violence. Parfois le bourreau était en réalité la seule défense contre un mal plus grand. Parfois la justice légale et la justice morale non seulement ne coïncident pas, mais sont diamétralement opposées. J'ai tué un homme. C'est un fait. J'ai planifié sa mort. J'ai acheté une arme. Je suis allé le chercher. Je l'ai poignardé 7 fois. Je l'ai regardé mourir. Et je n'ai pas ressenti de remords. Mais cet homme torturait systématiquement des enfants innocents au nom de Dieu. Cet homme avait fait du mal à 12 enfants qu'on connaît, peut-être plus qu'on n'a jamais trouvé. Cet homme avait transformé un espace qui devait être sacré en une chambre de torture. Et le système qui devait protéger ces enfants n'a rien fait. Les autorités qui devaient intervenir ont haussé les épaules. Les institutions religieuses qui devaient veiller sur leurs fidèles ont protégé le bourreau. Alors oui, j'ai pris la justice en mes propres mains. Et me voilà en train de payer le prix. 30 ans. 90% de ma vie restante. Mais quand je ferme les yeux la nuit, quand le poids du silence de la prison s'installe sur moi, quand je pense à tout ce que j'ai perdu et tout ce qu'il me reste à perdre, je ressens toujours cette même paix. Yao est en sécurité. C'est tout ce qui compte. Si tu es arrivé jusqu'ici, si tu m'as écouté sans fermer ton esprit, si au moins un instant tu t'es demandé ce que tu aurais fait, abonne-toi à la chaîne Confession derrière les barreaux, parce que ces histoires ont besoin d'être racontées. Parce que la ligne entre héros et méchants est si fine qu'elle disparaît parfois. Parce qu'on doit parler de ce dont le système ne veut pas qu'on parle. Que parfois, pour protéger un innocent, il faut se salir les mains. Il est 23 heures maintenant. Dans 1 heure, les lumières s'éteindront complètement. Il ne restera que la lumière faible des couloirs filtrant à travers les barreaux de la cellule. Je sors de sous mon oreiller la photo usée de Yao. Il a 7 ans sur cette photo, souriant avec ses yeux qui ne connaissaient pas encore l'horreur, tenant Rex le Brave dans ses mains. La photo est froissée au coin, décolorée par les années, marquée par mes doigts qui l'ont touchée des milliers de fois. Je regarde cette photo et je vois tout ce que j'ai protégé, tout ce que j'ai sauvé. Pas seulement mon fils, mais la possibilité que cet enfant souriant puisse devenir le jeune homme de 19 ans qui maintenant étudie la psychologie, qui guérit, qui transforme sa douleur en but. J'éteins la petite lampe qu'on a près du lit. La cellule s'enfonce dans la pénombre. Dehors, j'entends la respiration collective de 200 femmes qui dorment dans le bloc C. Chacune avec sa propre histoire, chacune avec ses propres raisons, chacune payant son propre prix. Je me couche sur le fin matelas, la couverture rêche jusqu'au cou. Je ferme les yeux et je murmure les mêmes mots que je murmure chaque soir avant de m'endormir. Les mêmes mots que j'ai murmurés pendant 3285 nuits consécutives. Bonne nuit, Yao. Maman te protégera toujours. Et quelque part à Abidjan, dans un appartement que je n'ai jamais vu, mon fils de 19 ans est peut-être en train d'étudier pour un examen, ou de lire un livre sur la psychologie du traumatisme, ou de m'écrire une autre lettre que je recevrai dans 2 semaines. Et il est en sécurité. Et ça suffit.